Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Très heureux de vous retrouver pour vos grands débats de l'été. 1h30 de discussion, de débats, d'échanges et surtout, évidemment, avec vous, auditeurs de Sud Radio 0826 300 300. Et vous avez aussi la parole sur l'application et les réseaux sociaux. Le programme des débats, la loi du plomb revient, mais par la cuisine cette fois-ci. Plus de 400 chefs ont pris la parole dans le journal Le Monde pour dénoncer la loi du plomb. Nous faisons un métier pour nourrir, disent-ils, certainement pas pour empoisonner. Est-ce que vous comprenez ce haussement de ton de la part des chefs? Parce que plusieurs réactions disent « Ah, ils veulent ne pas empoisonner, ils veulent éviter les cancers. » Très bien, donc ils vont, j'imagine, supprimer leur carte des vins parce que je suis désolé, dans la science, le vin provoque beaucoup plus de cancers. L'alcool est à l'origine de beaucoup plus de cancers que les pesticides. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes chef? Vous voulez prendre la parole? 0826 300 300. Et puis on était en train d'en discuter dans le studio. Ça fait un an que quoi dans cette période où tout va très très vite? Un an que c'était les JO. Nous étions sous extase, c'était formidable. La France allait gagner plein de médailles, c'était fantastique. On avait de la vasque, on avait des athlètes, on était dans une petite bulle enchantée. La fameuse parenthèse féerique française est-elle en train de se refermer? Est-ce que les JO ont transformé la France, mesdames, messieurs? 0826 300 300. Sur le plan du sport, sur le plan des économies, peut-être que vous êtes à la tête d'un petit club de foot ou d'un petit club de natation. Vous avez vu un changement de mentalité, peut-être des crédits évoluer, ou c'est tout le contraire. Vous êtes restaurateur, vous avez espéré bénéficier de cette bulle enchantée qui était les JO et qui a été quand même largement vantée par la classe politique française. Là aussi, vous connaissez le numéro, l'application et bien sûr les réseaux sociaux Sud Radio. Mais dans un instant, cette question, parce que ça va être le débat qui va nous occuper pendant cette première partie des grands débats de l'été, la reconnaissance d'un État palestinien par Emmanuel Macron, puisque c'est l'annonce de la soirée. Est-ce du courage diplomatique ou un cadeau fait au Hamas? Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Alors pour répondre à la question de Sophie de Menton que vous avez entendue, oui ma chère Sophie, les coups de cœur et les coups de gueule seront dans la dernière partie de l'émission. Place à l'actualité d'abord et place aux auditeurs 0826 300 300. Timing peut-être particulier, je vous pose la question autour de la table dans cette semaine où plus de 109 ONG ont décidé de dénoncer la situation de famine de masse qui était organisée soi-disant par le gouvernement israélien cette semaine, c'était mercredi, puis également le Parlement israélien qui a décidé de reconnaître les territoires annexés en Cisjordanie. Comment est-ce que vous avez appris, comment est-ce que vous observez cette décision? Frédéric Fougera. Cette décision de la lettre du président de la République? Déjà, c'est pas une surprise puisque ça faisait un moment qu'il avait été annoncé qu'il allait faire cette annonce. La seule chose que moi, qui personnellement, en tant que communicant, me surprend, c'est de faire un courrier et une publication sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'on va annoncer formellement à la rentrée devant les Nations Unies une proposition qui est une proposition pour essayer de bouger les choses. En réalité, après, on peut rentrer dans le détail de la proposition, mais quand on critique le fait qu'on tente de faire quelque chose, c'est quand même le résultat de « il ne se passe rien, une situation est bloquée, tout ce qui a été entrepris ou fait est un échec, les otages sont toujours pas libérés, la situation sanitaire s'aggrave, donc est-ce qu'on ne fait rien ?» Ce qui permettra aussi éventuellement après de reprocher que rien n'a été fait, ou est-ce qu'on tente quelque chose? Donc il y a plusieurs sujets dans le même sujet, le timing, la proposition et la prise d'initiative. L'actualité ne devrait pas empêcher la politesse que je n'ai passée. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, agence de communication, auteur de Anthologie de la com, Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Bonjour et merci d'être avec nous, ainsi que Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mency et vice-président de la région Île-de-France. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que vient de dire Frédéric Fougera, Sophie de Menton, à savoir que sur le timing peut-être que, mais... Je suis d'accord et j'aimerais qu'on ait un petit peu de nuance dans nos propos, de compréhension des situations. Tout est devenu... on se jette sur Macron. De toute façon, quoi qu'il fasse, il éternue, c'est un crime contre l'humanité. Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il fallait le dire maintenant? Alors maintenant, on vous dit c'est parce qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale, ils sont en vacances. Ensuite, donc on a une espèce de regard faussé qui est embêtant sur des problématiques qui sont essentielles. Alors, la réalité, c'est que effectivement, on est tous bouleversés parce qu'on voit des enfants affamés qui n'ont pas de nourriture et ce qui se passe à Gaza est effondrant. Personne n'a été capable de faire quoi que ce soit. On s'aperçoit que même l'ONU, quand elle livre de la nourriture, ça n'arrive pas. Donc, il y a d'abord, moi, ce problème humanitaire qui me touche en premier. Ensuite de ça, c'est très compliqué parce que qu'est-ce que ça peut être qu'un État palestinien ?
Et ça, c'est vraiment quelle frontière, comment, où, qui serait à la tête de ça, soit un vieillard corrompu, soit le Hamas. Le Hamas qui s'est réjoui d'ailleurs, hein, qui a salué l'annonce du président de la République française. Forcément. Alors maintenant, il y a autre chose et j'ai pas bien compris. Netanyahou a dit qu'il se donnait le droit d'envahir la Cisjordanie. Il y a eu un vote au Parlement israélien hier, parce qu'une majorité de députés ont voté un appel à l'annexion de la Cisjordanie occupée. Et c'était avant la déclaration ou après la déclaration ? C'était avant la déclaration de Macron. Et c'était de toute façon un texte qui n'a pas de valeur de loi. D'accord. Mais bon, c'est vrai que quand on déclare ça, c'est 500 000 colons israéliens actuellement au milieu de 3 millions de Palestiniens. Absolument. Donc ça pose problème. Moi, je pense qu'effectivement, il est assez cohérent. Alors aussi ridicule. On s'offusque de ce que le président a dit ça parce que Mélenchon dit bravo. Bon, alors maintenant, quand Mélenchon dit qu'il fait beau et qu'il fait beau, voilà. Mais le vrai problème, c'est qu'il est en train d'aller dans le sens de ce que disent. C'est sûr que quand les premiers à réagir de façon positive, c'est le Hamas et LFI, on peut douter de la pertinence de la décision. 0826 300 300. Juste avant de rejoindre le camarade Samy au standard Jean-Philippe Dugoin-Clément, comment vous observez ce qui a été quand même un séisme diplomatique de la part du président de la République hier? Il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup ont été dit. Déjà le fond et la forme. Moi, je trouve toujours surprenant d'avoir ce type d'annonce par un tweet de la part d'un président de la République qui n'a plus de majorité. Il n'y a aucun débat gouvernemental, aucun débat politique, aucun échange avec les chefs de parti, aucun débat dans les chambres, à l'Assemblée ou au Sénat. Donc pour moi, c'est un vieux sujet en même temps. Oui, mais enfin, je trouve quand même que la façon d'annoncer est surprenante, particulièrement quand on est un président qui n'a plus de majorité. C'est vraiment une question de forme. Je peux me permettre une interruption, et juste pour aller dans le sens. Une erreur de communication, de mon point de vue. Le président a dit « la France va ». Il aurait peut-être plutôt dû dire « je vais prendre l'initiative de fermeture de ma parenthèse ». Mais on est parfaitement en face. Je trouve vraiment la forme curieuse. Après, sur le fond, la question des deux États, ça a été toujours la position de la France. Qu'on parle de Jacques Chirac, qu'on parle de François Mitterrand, qu'on parle de l'histoire gaulliste de ce pays, ça a toujours été une solution à deux États. Et donc aller vers une logique de dire on reconnaît deux États, très bien, c'est pas quelque chose qui renverse la table. Le problème aujourd'hui est double. D'une part, c'est les otages qui ne sont toujours pas libérés, et c'est une situation humanitaire avec des enfants qui meurent de faim à Gaza. Et dire que au mois de septembre, c'est de dire au mois de septembre, de manière unilatérale, je prendrai la décision de reconnaître dans 3 mois, ça ne va pas répondre à cette urgence. Et puis, dernière chose, reconnaître un État palestinien, c'est quel État? Est-ce que c'est un État dirigé par le Hamas ou pas? Et tant que le Hamas n'est pas éradiqué, ça n'a pas de sens. Et pour aller dans votre sens sur la question du tweet, c'était notamment pour réagir au fait que le consul à Jérusalem de la France a remis ce jour une lettre d'Emmanuel Macron, justement. En effet, ça a été officialisé par un tweet, mais ça a été le consul à Jérusalem de la France qui a remis à l'autorité palestinienne la fameuse lettre d'Emmanuel Macron qu'il a ensuite affichée sur son Twitter. 0826 300 300. Bonjour Samy. Bonjour. Comment vous observez, parce que on est tous, en tout cas, nuancés, et aujourd'hui, on s'est mis d'accord, ce qui est rare dans ces débats, c'est vrai, on s'est mis d'accord, on regarde ça peut-être avec circonspection. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Samy? Non, moi je suis pas d'accord du tout, parce que je trouve que c'est honteux, c'est ridicule, c'est pathétique que de reconnaître l'État de Palestine. Surtout, ça va donner en fait du pouvoir et de la crédibilité au groupe LFI, tout ce qu'a fait Rima Hassan, toute la mascarade qu'elle nous a fait, et la Palestine, elle n'est pas prête pour être reconnue. Moi j'ai plus les mots. Et puis après, en même temps, tout ce qui se passe actuellement en politique en France, rien ne nous choque. Mais reconnaître l'État de Palestine, c'est donner du pouvoir à la gauche, c'est donner du pouvoir aux islamistes. Et ça y est, la France va tomber. Vous, c'est ça qui vous frappe davantage, peut-être, Samy, plus que le sens du timing du président de la République, plus que le choix, plus que le moment. Vous, c'est véritablement les conséquences que ça peut avoir en France, c'est-à-dire un pouvoir exact. Voilà. C'est ça qui vous interpelle. C'est ça, ouais, complètement. On n'est pas prêt. Et puis en fait, moralement, psychologiquement, une certaine partie de la gauche aura gagné. Donc là, déjà qu'on a des drapeaux palestiniens un peu partout, et puis avec des heurts et des incivilités. Donc imaginez avec à la rentrée ce qui va se passer. On n'est pas du tout prêt, pas du tout. Franchement. Vous pensez en réalité presque que le président de la République ou une partie de ses conseillers, pour annoncer ça maintenant, ont cédé en réalité à une partie de l'extrême gauche que vous dénoncez? Exactement, tout à fait. Ils ont cédé. Et puis on voit le parti
parti que c'est. Donc voilà, là Rima Hassan, alors là, son pouvoir, ils vont se retrouver complètement en hauteur. Ils vont avoir l'impression d'avoir gagné, d'avoir réussi leur mascarade pour ce qu'ils ont fait. Mais alors, je vous entends et je peux comprendre ce que vous dites, mais est-ce que c'est pas un peu ça par le petit bout de la lorgnette? Je dis pas ça pour vous, mais finalement, on parle de nous alors qu'il se passe quand même dans ces pays des drames quotidiens. Il faut en sortir un jour. Donc, est-ce que vraiment regarder à travers le prisme de la France, c'est pas une mauvaise idée? Qu'est-ce que vous en dites, Samy? Moi, c'est pas en reconnaissant l'état de Palestine que ça va changer les choses. Ouais. Honnêtement. On est vers la voie plutôt d'un compromis. Oui, mais un compromis, mais on peut pas faire un compromis avec un pays qui n'a pas d'infrastructure. C'est vrai. Il n'y a pas de diplomatie, ils sont pas prêts. Avoir reconnu le Sahara marocain, à la rigueur, d'accord, parce que le Maroc a tout fait, c'est une structure, il y a tout est ok. Et accessoirement, c'est pas un État terroriste. Mais là, la Palestine, faut pas exagérer, quoi. Je veux dire, voilà, excusez-moi, après c'est mon avis personnel. Non, mais merci de l'avoir donné, parce que c'est votre avis qui nous intéresse, vous le savez, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, c'est votre émission. Dans un instant, on poursuit cette discussion. Est-ce que la reconnaissance de l'État palestinien par le président de la République est un courage diplomatique ou c'est un cadeau fait au Hamas? Je vous pose cette question parce que c'est un peu ces deux prismes aujourd'hui qui dominent dans le débat public, y compris sur la scène politique où les réactions se multiplient. Jordan Bardella, Marine Le Pen et bien sûr aussi à gauche. On revient dans quelques instants. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On poursuit la conversation sur la reconnaissance de l'État palestinien par le président de la République Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot justement, qui fustige les oppositions à la critique facile en disant que c'est un cadeau fait au Hamas. Et au contraire, il dit pas du tout, c'est l'histoire de la France que cette reconnaissance. Il ne voulait pas la reconnaissance de la Palestine. Nous l'avons fait. Nous prenons le parti de la paix plutôt que le parti de la guerre. En revanche, le Hamas salue bien sûr l'annonce du président de la République. De son côté, les États-Unis notamment, c'est un camouflet pour les victimes du 7 octobre, cingle les États-Unis d'Amérique et rejette fermement cette reconnaissance de l'État palestinien. C'est peut-être ça quand même aussi qui peut choquer dans l'idée, dans la volonté du président de la République. Et je me tourne vers vous, Jean-Philippe Dugouin-Clément, Frédéric Faugerat, Sophie de Menton. Le 7 octobre, c'était hier le 7 octobre, avec 1250 civils tués, avec un massacre absolument inouï, et peut-être que beaucoup ont l'impression de se dire on a déjà oublié les conditions qui encore il y a quelques semaines prévalaient pour la reconnaissance de l'État palestinien, le désarmement du Hamas, une volonté démocratique, la libération des otages, là pour des raisons qu'on n'explique pas tellement, ne sont plus respectées, Sophie de Menton. Mais est-ce qu'on pourrait quand même faire la différence entre la Palestine et le Hamas ? Parce que là, il y a une confusion générale. Le Hamas, il est très content, parfait, parce qu'il est encore dans la bande de Gaza et qu'il gère cette bande de Gaza. Mais quand même, je crois que les Palestiniens maintenant sont de plus en plus opposés au Hamas sur la bande à Gaza. Et moi, c'est mon problème. Si on parle Hamas, il faut exterminer. Voilà. Mais si on parle Palestine, il faut exterminer. Pas. Non. Enfin, le Hamas, oui. Mais la Palestine, non. Et donc c'est très compliqué. Je veux dire, voilà, on peut pas encore une fois voir des enfants pas nourris, des gens qui meurent pour essayer d'accéder à la nourriture. C'est des gens c'est pas le Hamas. Donc c'est là, moi, je dois dire que il est extrêmement difficile de se faire rationnellement une opinion sur ce sujet. D'ailleurs, le monde entier est divisé. Il y a les autres pays limitrophes qui sont concernés, la possibilité d'envahir la Cisjordanie, c'est terrifiant. Donc cette partie du monde est incompréhensible, y compris par contre le Qatar qui est du côté des États-Unis et de l'Occident. Enfin, je vois pas comment on peut s'en tirer. Et cette reconnaissance, je ne comprends pas très bien ce qu'elle veut dire. On aimerait, mais on voit ça dans 10 ans, un État de Palestine apaisé, la Californie selon Trump. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Mais je dois dire que c'est très très difficile. Il y a peut-être aussi le président de la République lui-même, peut-être qu'un autre président reconnaissant cet état-là aurait fait un peu moins politique, parce que c'est l'ambiguïté d'Emmanuel Macron. Est-ce que quelqu'un est capable de me résumer la ligne du président de la République et au-delà, la ligne de la France sur ce sujet depuis les attaques du 7 octobre? On condamne, rappelez-vous, l'Iran, on condamne pas, enfin on condamne ses frappes, on n'y a pas participé, mais on sait pas ce qu'on fait, mais c'est pas bien. Et rappelez-vous aussi au moment des boycotts de certaines industries israéliennes, au moment du salon du Bourget, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'événements
gouvernement. C'est un peu le refus du commerce, Emmanuel Macron, là. C'est très compliqué à suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Philippe Dugoin-Clément, mais est-ce que vous, en tant que politique quand même un peu aguerri, vous comprenez le en même temps macroniste sur ce sujet ? Ça rend les choses assez difficilement lisibles. Quand on prend depuis le 7 octobre, il y a eu un nombre de revirements ou de changements de position ou de changements de pied extrêmement importants de la part de la voix de l'État français. À un moment, c'était je rappelle, après le 7 octobre, le président proposait de lancer une grande coalition pour aller éradiquer militaires, pour aller éradiquer sur le modèle de ce qu'on avait fait en Syrie contre Daesh. On a eu des changements de pied un peu permanents sur le sujet, ce qui nuit à la lisibilité d'une politique de l'État. Après, quand même deux choses. La question des deux États, c'est la question historique qui a toujours été défendue par la France. Quand j'entends Marine Le Pen et l'extrême droite qui va à Canossa, à genoux sur la tombe du général de Gaulle pour essayer de récupérer un héritage gaulliste, dire que c'est quelque chose d'odieux, le général de Gaulle a toujours défendu deux États. La position gaulliste de la France, ça a toujours été deux États. Et on a une extrême droite aujourd'hui qui ne cherche qu'une chose, c'est à mettre de l'huile sur le feu, comme l'extrême gauche avec LFI d'ailleurs. On est face à des extrêmes qui se nourrissent des problèmes, qui sont des pompiers pyromanes. Ensuite, quand on sort de ça, quand le président de la République dit « je vais faire une déclaration dans 3 mois pour dire je vais reconnaître l'État de Palestine sans passer par le Parlement », alors que le problème il est aujourd'hui, il est les otages qui sont toujours présents et ils sont les enfants qui sont en train de mourir. Parce que la question c'est pas le Hamas ou pas le Hamas, c'est est-ce qu'on accepte qu'il y ait des dizaines de milliers d'enfants qui meurent de faim. Et la question elle est pas dans 3 mois, elle est aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on est sur une démocratie communicationnelle qui se fait sur X ou sur Facebook, on n'est pas sur on répond pas à une urgence. Frédéric Fougera, justement, sur cette séquence qui dure quand même depuis le 7 octobre 2023, la lisibilité, la place de la France quand même sur ce sujet-là, comment vous l'analysez ? Déjà, la lisibilité, c'est celle qu'on lui donne, parce que si on transforme ou si on caricature les propos de tel ou tel sur un sujet aussi grave, déjà on porte une responsabilité terrible. Si on en revient à cette lettre communication du président de la République, il dit pas qu'il va reconnaître, il dit qu'il propose de reconnaître 2 États. Et reconnaître 2 États, c'est un objectif. Mais avant l'objectif, il y a un long chemin à parcourir. Et ce chemin, il le rappelle. D'abord, il rappelle que l'urgence, c'est la guerre. Mais qui, en France, va dire non, il faut pas cesser la guerre, il faut continuer. Il dit que les priorités, immédiatement, c'est un cessez-le-feu. Ensuite, ou en parallèle, la libération des otages et une aide humanitaire massive. Qui affirmerait qu'il ne faut pas libérer les otages? Qui affirmerait qu'il ne faut pas cesser le feu? Qui affirmerait qu'il ne faut pas apporter de l'aide humanitaire? Et pourquoi cette aide humanitaire n'est pas apportée? Alors, c'est une vraie question. Elle est apportée, mais elle est apparemment manifestement détournée. Elle est manifestement arrêtée, mais enfin, avec la puissance du monde entier. Si on reste sur le sujet pour ne pas s'évaporer dans l'émotion, il demande de garantir la démilitarisation du Hamas, et pour sécuriser et reconstruire Gaza, et ensuite et enfin seulement de pouvoir peut-être envisager de bâtir un État de Palestine, mais avec encore des conditions, toujours cette démilitarisation et une pleine reconnaissance d'Israël de la part de cet État palestinien. Est-ce que je peux m'égarer dans l'émotion? Le chemin est très 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 long avant d'arriver à cette reconnaissance. Vous égariez où vous vouliez, notamment dans l'émotion, ma chère Sophie de Menton, simplement pour rebondir sur ce que disait Frédéric Fougera par rapport à Israël qui bloquerait l'aide alimentaire, parce que c'est de ça dont est accusé l'État israélien. Non, j'ai dit le Hamas qui la détourne. Non, il y a le Hamas qui le détourne, mais aussi Israël, selon les ONG, qui bloquerait cette certaine aide alimentaire. Le président israélien Isaac Herzog est allé sur place avant-hier en disant que ceux qui tentent de saboter cette aide, en effet, ce sont le Hamas. Nous respectons le droit international. Sophie de Menton. Je disais qu'il fallait s'égarer de temps en temps dans l'émotion, parce qu'il y a quand même une urgence. Vous avez parfaitement raison, Frédéric. Ce sera résolu dans 2-3 ans au mieux. Mais aujourd'hui, je pense que tous les pays du monde civilisés ne peuvent pas supporter de voir des gens qui meurent pour avoir un bol de riz. Donc, je ne comprends pas qu'on n'ait pas la force mondiale d'aller permettre cette alimentation et cette aide alimentaire. Je ne comprends pas. Personne ne le comprend. C'est la question, et visiblement c'est surtout sur place que ça se passe, notamment parce qu'Israël refuse l'accès aux journalistes à certains territoires de Gaza, et qu'accessoirement, en effet, même des journalistes, notamment l'AFP, il y a 2 jours, qui disaient que les derniers reporters de Gaza qui nous apportent de l'information sont en train de mourir précisément de famine. Donc la situation est éminemment complexe, et je remercie encore le camarade Samy de nous avoir appelé pour nous partager son émotion, son indignation tout à l'heure au 0826 300 reconnaissance.
reconnaissance d'un État palestinien par Emmanuel Macron, coup diplomatique ou alors cadeau à Hamas? Vous êtes évidemment partagé sur les réseaux sociaux. C'est pas un cadeau à Hamas quand même. Mais beaucoup de gens le pensent. Et par exemple, regardez ce que dit Marine Le Pen à l'instant sur son compte Twitter. Reconnaître aujourd'hui un État palestinien, c'est reconnaître un État Hamas et donc un État terroriste. Il n'y a dans ce geste aucune fidélité à l'histoire de la France, bien au contraire, et encore moins un gage de paix pour Israël. Et malheureusement en tout cas, les différentes réactions vont quand même dans ce sens-là, en passant par Christian Estrosi, Jordan Bardella, d'où, à mon sens, peut-être la réaction en demi-teinte de Jean-Noël Barrot qui explique que c'est tout le contraire et que c'est la volonté de reconnaître la Palestine, ça va contre le Hamas et que c'est un pas de plus vers la paix. On peut dire les deux. Mais si on sait lire le français, il n'y a rien de tout ça dans la lettre du président de la République. Il n'y a rien de tout ça dans le président de la République, mais vous savez comment sont les sujets en France, mon cher Frédéric Fougera. Non, comment est la presse peut-être écoutez, là, c'est visiblement quand même beaucoup les politiques qui commentent, qui font monter le sujet. Et peut-être aussi que les ambiguïtés de la France, avec un grand F sur ce sujet-là depuis le début, n'aident pas à avoir un peu de sérénité sur le sujet. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mency et vice-président de la région Île-de-France, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, l'agence de communication, auteur d'Anthologie de la com, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. On revient dans quelques instants pour se poser cette question. Les 400 chefs ont pris leur plus belle plume entre deux plats préparés dans leur cuisine pour dire que la loi du plomb c'était non. Leur métier c'est nourrir, mesdames, messieurs, certainement pas d'empoisonner. Est-ce qu'ils jouent les faux culs ou est-ce qu'au contraire ils ont raison de se mobiliser et de sortir de leur silence, de leur tablier blanc? On en discute dans quelques instants. Vous voulez réagir? 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Toujours en compagnie de Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, l'agence de communication et auteur de Anthologie de la com, et Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mency et vice-président de la région Île-de-France. Un numéro, amis auditeurs, 0826 300 300 pour réagir à ces chefs qui ont décidé de troquer le tablier contre la plume et d'écrire une tribune dans Le Monde. Plus de 400 chefs pour s'indigner contre la loi du plomb. Ils disent, je cite, nous faisons ce métier pour nourrir, certainement pas pour empoisonner. C'est rare quand même autour de la table que les chefs sortent de leur silence comme ça, mais il y a aussi tous les commentaires qui disent, ah bon, ah ben s'ils ne veulent surtout pas nous empoisonner ou s'ils pensent que les pesticides donnent le cancer, ben ils vont brûler leur carte des vins. Ils ont fermé leur cave parce que l'alcool est reconnu beaucoup plus cancérigène que les pesticides. Jean-Philippe Dugouin-Clément, je vous vois lever les yeux au ciel et soupirer silencieusement. C'était très radiophonique ce que vous venez de faire, je tiens à vous le dire. Qu'est-ce qui vous déprime? Vous n'êtes pas d'accord avec cette initiative? Moi je veux bien, mais déjà je trouve ça assez indigne. Indigne. Oui. L'un des chefs signataires, le restaurant Le Coquillage dans la baie du Mont-Saint-Michel, le premier menu 255 € hors boisson. Donc on est sur des chefs qui font à manger pour une petite élite, oui, mais pas pour les gens. Non mais attendez, j'aimerais juste finir. La question dont on parle, c'est d'arriver à nourrir les Français avec des produits de qualité, avec des produits qui soient achetables et avoir des chefs qui ne nourrissent pas les Français, qui vont donner des leçons de morale. Moi, c'est quelque chose qui profondément me choque. Ensuite, sur ce sujet, on est vraiment sur quelque chose. Ils vont arrêter la viande rouge. La viande rouge est cancérigène. La viande rouge est cancérigène. Ils vont arrêter les alcools, ils vont arrêter la question de l'utilisation du beurre. Tout est cancérigène par nature. Moi, je suis assez effondré là-dessus et je pense que c'est vraiment un mauvais combat et pas de leur part. Mais vous trouvez que c'est presque du moralisme en réalité, si je comprends bien. Entre les menus hors de prix, etc. Non, mais faire du moralisme quand on nourrit à 255 € un menu hors boisson, effectivement, je pense qu'on peut. Voilà. Dans ce cas-là, qu'ils aillent au bout du bout, qu'ils fassent de la nourriture de qualité, accessible à tous. Voilà. Il y a des chefs qui le font. Il y en a qui le font. C'est quoi, c'est prétentieux de leur part? Non, je trouve que c'est totalement décalé. C'est totalement décalé. Je suis pas d'accord avec l'argument que c'est un restaurant de luxe très cher et que donc il n'est pas crédible. Il a le droit de penser ça. Il peut aussi faire ses légumes dans son jardin, marqué et voilà. Mais les chefs, c'est étonnant qu'ils se manifestent, je suis d'accord. Cela dit, si c'est les restaurateurs, il y en a de tous les prix dans cette manifestation, si je puis dire. Donc ils se manifestent. Moi je trouve ça étonnant et moi ce qui me choque le plus c'est l'absence totale de rationalité. Tout est aujourd'hui politique, on ne regarde pas. Moi j'ai lu, je me suis fait communiquer, j'ai tout vu. Non, ce nicotinoïde n'est pas dangereux pour la santé, il est beaucoup moins, vous l'avez dit, que tout ce qu'on peut consommer par ailleurs, alcool, tabac, tout ce qu'on veut. Donc je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup
C'est surtout les jeunes, c'est assez intéressant d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce que disent les chefs. On est obligé de préparer un peu le terrain pour les générations futures qui, quoi qu'il en coûte d'une certaine manière, veulent manger différemment, veulent vivre différemment. Par ailleurs tranquillement dans leur coin, mais tout d'un coup cette espèce de... L'antigénisme de Sophie de Menton. Oui, ils polluent dans leur coin. Non, ils sont pas très rationnels, ils sont complètement... Il y a un côté woke, il y a un côté à la mode, on a peur pour la planète, ils sont éco-dépressifs. C'est une mode pour vous? C'est devenu, il y a un vrai problème, c'est devenu une mode, ils sont éco-dépressifs. Alors, donc ils ont décidé, moi je regarde ça, si on supprime, si on ne vote pas cette loi, on ne pourra pas produire, donc beaucoup moins. On a vu ce qu'il en était pour les betteraves, etc. Les agriculteurs ne peuvent pas produire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va importer de toute l'Europe ou d'ailleurs des produits qui auront été traités avec cet insecticide et qui sont donc néfastes pour nous. Mais il faut quand même rappeler que la loi du plomb ne permet en réalité de lever l'autorisation sur un néonicotinoïde que pendant un bout de temps avec énormément de dérogations, mais qui est autorisé partout ailleurs en Europe. Donc c'est quand même ce pourquoi plaident nos agriculteurs. Je tiens quand même à vous souligner, chère Sophie, que ce coup de gueule part et cette tribune est à l'initiative quand même du chef Jacques Marcon, où il dit: avec cette loi vous êtes érigé, accuse-t-il en prenant les signataires de cette loi, en porte-parole de l'industrie agroalimentaire qui privilégie une agriculture intense et néfaste pour les générations futures. Donc par curiosité, je suis quand même allé voir la maison Marcon avec un menu tout à fait accessible en effet pour 240 €. Donc peut-être que ce sont des chefs qui ont les moyens, on va dire, de sélectionner les clients. Frédéric Fougeret, est-ce que vous êtes écolo-dépressif? Moi je suis pas du tout écolo-dépressif, mais ce qui me déprime, c'est l'opportunisme de l'émotion du moment. Voilà. Je trouve que ces chefs, en fait, jouent le jeu du tout politisé, tout conflictualisé, en faisant l'amalgame des sujets et en méprisant les gens, quelque part, d'une certaine façon. Moi, ce qui m'amuse, c'est si vous allez dans la rue et que vous demandez à des gens, est-ce que vous acceptez de faire un blind test, est-ce que vous acceptez d'absorber, sans le voir, du monoxyde d'hydrogène? La majorité des gens vont vous dire non, ça a l'air d'être un produit dangereux, voilà. Sauf qu'il s'agit seulement d'eau. Bah oui. Voilà. Donc quand on parle de pesticides au lieu de parler de produits phytosanitaires, quand on cherche à jouer sur les peurs, évidemment on y parvient, c'est beaucoup plus facile puisque ça nous touche et on préfère par précaution. Et les chefs ont été entraînés par ça. Mais qu'est-ce que ça leur rapporte? Je comprends pas. Mais peut-être que c'est justement un enjeu d'image. Tenez, on va poser la question. Même leur faire perdre des clients. Mais oui. Mais on va poser la question à Fanny Giancetto, premier label de restauration durable en France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais vous prendre au téléphone après qu'on ait entendu tout le monde autour de la table. Vous êtes le premier label de restauration durable en France. J'imagine donc que vous saluez cette tribune des grands chefs. Plus qu'on la salue, on en est à l'initiative. C'est moi-même qui l'ai rédigé, donc j'étais très contente d'entendre les arguments que je trouve complètement ahurissants autour de la table. Plusieurs choses. Si vous regardez la liste des chefs, j'ai l'impression que vous l'avez pas regardée avec attention. On a tout type de chefs. On a de la restauration collective, on a des cantines scolaires qui ont signé, on a le groupe Elior qui a signé, qui livre plus de des millions de repas tous les jours. Donc on n'est pas seulement à des chefs avec des repas à plus de 250 €. Et la raison pour laquelle on a eu un emballement et plus de 400 chefs qui ont signé, chefs en réalité c'est restaurateurs et acteurs du milieu de la restauration donc collective et commerciale, c'est tout simplement parce que comme tous les citoyens, tous les jours, ils entendent des informations en effet déprimantes, en tout cas choquantes sur l'état de notre alimentation aujourd'hui. Je vous donne plusieurs exemples parce que nous, on y est confrontés tous les jours. Oui. L'eau, on a entendu, on le sait, aujourd'hui elle est contaminée au PFAS, il y a même dans certaines communes, elle n'est plus potable aujourd'hui. Ils nous appellent, ils nous disent qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on filtre notre eau? Comment on la filtre? Avec quel filtre? Est-ce qu'on repasse à l'eau minérale alors qu'on s'était passé de l'eau minérale? Pareil, avant-hier, l'ensemble des laits, 83% des laits, sont contaminés au dioxyde de titane. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève les laits? Et puis les résidus de pesticides, c'est pareil. Donc en fait, c'est symbolique cette loi du plomb. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'un système alimentaire qui aujourd'hui ne nourrit personne. Si vous entendez notamment. Mais est-ce que vous ne craignez pas, pardonnez-moi Fanny Giancetto, c'est intéressant ce que vous dites. Nous ici, notamment à Sud Radio, on a eu beaucoup d'agriculteurs qui disaient oui, peut-être que cette loi n'est pas parfaite, d'accord, mais en attendant, ça nous pénalise par rapport à tous les autres pays européens. Voilà. Et là, les chefs, et vous avez le droit, heureusement, d'être en désaccord avec ce qui a pu se dire autour de la table. En revanche, peut-être faut-il aussi entendre l'argument qui est que si évidemment, parce que j'ai contrairement à ce que vous insinuez, la liste des signataires sous les yeux, bien sûr qu'il y a de tout, mais peut-être qu'il est un peu plus facile pour les grands chefs avec des menus très chers, on va dire de
de passer ce coup de gueule, même en termes de visibilité, de légitimité, plutôt que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez cet argument? Peut-être la tentation de la plupart des chefs d'aller dans le sens du vent. Vous avez sorti certains arguments. Est-ce que ce n'est pas aussi une petite tendance dans laquelle ils veulent s'engouffrer, eux? Moi, j'y crois pas. Je crois qu'ils sont convaincus. Sinon, ils auraient pas signé parce qu'ils font particulièrement attention à leur image, en effet, et qu'en plus, ils sont médiatiques, donc ils peuvent porter des voix. Ensuite, sur les agriculteurs, c'est quand même les premiers partenaires. En réalité, quel serait le risque pour un chef de signer cette tribune? Il n'y en a pas. Parce qu'au contraire, tout le monde vous dit vous êtes pour l'écologie, c'est super, vous êtes contre les pesticides. Non, la preuve, on vous entend autour de cette table, vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec eux. Non, au contraire, oui, c'est ça, c'est la démocratie. L'une des personnes disait même que ça va faire perdre les clients. Je voudrais juste revenir sur les producteurs, s'il vous plaît, parce que c'est des partenaires de producteurs. Pas tous, en effet, ils font pas tous du circuit court, mais beaucoup des signataires de cette tribune font du circuit court, donc ils connaissent les producteurs. Et ce qu'on voulait dire dans cette tribune, c'était que en réalité, cette loi, elle ne répond pas à ce que demandent les agriculteurs, qui est d'être mieux payés, de sortir du libre-échange pour beaucoup et de ne pas être mis en concurrence, en effet, avec les produits européens qui sont traités et avec les produits internationaux qui sont traités. Et c'est ça aussi le sujet. C'est qu'on fait croire que cette loi répond aux besoins des producteurs alors qu'elle n'y répond pas. Non, peut-être qu'elle n'y répond pas, Fanny Gansetto, elle n'y répond pas, mais beaucoup de ceux qu'on a entendus, notamment sur cette antenne, ils ne représentent pas tous les agriculteurs de France, mais beaucoup disent on en avait quand même besoin. Il ne s'agit pas de dire qu'elle est parfaite, mais ça les aide, notamment, vous parlez de concurrence vis-à-vis des autres producteurs européens. C'était la France, seul pays à interdire ce pesticide. Et tous les restaurateurs des autres pays ne semblent pas embarrassés de cuisiner potentiellement avec des produits touchés par ce néonicotinoïde. Est-ce que je peux compléter la question? Laissez répondre Fanny Gansetto. Oui, je vais laisser répondre, mais moi, ce qui me sidère, c'est que scientifiquement, tout ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas très dangereux. Alors? Mais ça, c'est faux, madame, je suis désolée. Non, c'est pour la première fois, on a l'ANSES. Pour la première fois, on a l'ANSES qui est sorti de son devoir de réserve. Et on a des centaines de scientifiques qui ont fait des tribunes avant que cette loi soit adoptée pour dire que c'était dangereux. Pour dire que c'était dangereux pour la faune, et on fait partie de la faune, et l'être humain. Donc non, c'est dangereux. C'est dangereux comme les 350 molécules qui existent aujourd'hui dans notre environnement, 350 000 molécules chimiques qui existent aujourd'hui dans notre environnement. Fanny Gansetto, vous savez aussi qu'il y a des directeurs de recherche à l'INSERM qui disent que c'est justement précisément sur un vide scientifique, mais en tout cas, là, on ne va pas rentrer dans ces débats, mais que c'est précisément à cause d'un vide scientifique que certains ont pu faire croire que c'était dangereux et que sur les produits sur la santé, si vous voulez, les pesticides, sur les cancers en France, ça représente 0,2% des cas. Donc c'est peut-être pas le sujet. Mais ce qui est quand même fascinant dans cette histoire, c'est qu'on a une agriculture alternative, qui est l'agriculture biologique, qui se passe de ces pesticides-là, et qu'on fait comme si elle n'existait pas, qu'il n'y avait pas d'alternative, et qu'on ne pouvait pas accompagner les agriculteurs vers cette agriculture biologique. En fait, c'est ça que vous avez voulu faire, peut-être, Fanny Gansetto, par rapport à cette tribune et tous les chefs. Est-ce que c'était plus qu'un message sur les pesticides qui est aussi important, mais tirer la sonnette d'alarme en disant, en réalité, les agriculteurs et les chefs, vous devez travailler main dans la main, précisément pour aller vers une agriculture biologique? Oui, c'était pour porter un autre message, parce qu'en effet, certains agriculteurs aujourd'hui n'arrivent pas à s'en passer, on les entend beaucoup, mais d'autres arrivent à s'en passer, et nous, on a eu énormément de messages d'agriculteurs depuis cette tribune qui nous disent merci de porter cette voix différente. En réalité, aujourd'hui, nous, on y arrive, et il faut montrer qu'on y arrive sans. Merci beaucoup, Fanny Gansetto, premier label de restauration durable en France, à l'origine de cette tribune signée par plus de 400 chefs qui, on va dire, passent un coup de gueule contre la loi du plomb. Vous avez entendu beaucoup de choses autour de la table. Elle a peut-être raison aussi, Fanny Gansetto, en disant oui, peut-être que ça, pardonnez-moi, ça embête, pour rester poli, quelques personnes, mais en réalité, c'est dans un certain sens de l'histoire. C'est un peu ce qu'elle dit, c'est-à-dire que les chefs n'auraient pas sali leur image. La priorité, c'est d'aller vers une agriculture bio. Bon, ça vous fatigue, ce discours, Sophie de Menton? Un peu, parce que d'abord, l'agriculture biologique, on sait que ça coûte très cher, que c'est difficile et qu'on ne peut pas y arriver comme ça, c'est pas rentable. Et ensuite, je veux dire qu'on n'a jamais été mieux nourri qu'aujourd'hui aussi. Il faut un tout petit peu reprendre raison garder. Notamment grâce aux pesticides. Oui, notamment, jamais on a été aussi dans une plus grande sécurité alimentaire. Alors, je veux bien qu'il faut encore améliorer et supprimer certainement des pesticides. Moi, j'ai regardé vraiment, et c'est un pesticide qui on va pas vous dire c'est merveilleux pour la santé, mais qui n'est pas dangereux. Et puis ensuite, si on importe de partout ailleurs des produits soumis à ce pesticide, ça n'a pas de sens. Mot de la fin pour Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui avait commencé par un coup de gueule et qui a attentivement écouté Fanny. Non mais
Cette loi du plomb, on focalise sur ces néonicotinoïdes. Voilà. C'est toute une série de dispositifs qui étaient demandés par toute la profession. Exactement. Alors on nous dit, l'extrême gauche nous dit c'est la FNSEA. Très bien, la FNSEA, c'est 80% des agriculteurs. Les élections sont tenues au mois de décembre, c'est 80% des agriculteurs. C'est pas les syndicats minoritaires d'extrême gauche. Et quant à ces néonicotinoïdes, ils ne concernent que le sucre et les noisettes, que les betteraves sucrières et les noisettes, qui ne peuvent pas se faire sans alternative. Il n'y a pas d'alternative pour ces produits-là. Donc ce qu'on va faire, c'est flinguer la filière sucre et importer du sucre traité avec des néonicotinoïdes depuis d'autres pays. Ça, c'était le parler vrai de Jean-Philippe Dugouin-Clément sur ce débat. Et en plus, vous avez la validation de maire Sophie de Menton. Amen à tous. 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Un an après les JO, est-ce qu'ils ont réussi à changer la France? On vous pose la question. Restaurateur, sportif, est-ce qu'on a réussi à prolonger un peu cette parenthèse enchantée? On revient dans quelques instants et vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. 0826 300 300, la bonne humeur est présente dans le studio de Sud Radio en compagnie de Jean-Philippe Dugouin-Clément, Frédéric Fougerat, Sophie de Menton. Et on va réussir peut-être par cette bonne humeur à recréer une parenthèse enchantée. Parce que demain, et c'est quand même fantastique, c'est là on voit que la France, ce beau pays, a quand même un problème avec le passé. Est-ce que vous savez que demain, le 26 juillet, c'est un jour pour se souvenir des Jeux Olympiques? Donc il y aura sur Paris une succession d'événements. Ah, jour férié peut-être. Sophie de Menton, vous êtes inspirée, je le savais. Il y aura donc un jour pour se souvenir, on projettera des petits dessins olympiques sur la Tour Eiffel, il y aura quelques animations sur la Seine, on va essayer de se souvenir de ce bon vieux temps. Mais est-ce que vous pensez que la France a réussi à s'adapter, à avoir peut-être un élan d'optimisme après les Jeux Olympiques, ou au contraire, elle n'a pas su prendre le coche? C'est notamment la une de Libération, du journal aussi L'Opinion ce matin. Oh là, Sophie de Menton, qu'est-ce qui se passe encore? C'est la une de Libération, c'est faux. Ah d'accord, ah oui, donc c'est bien, c'est pas du tout sectaire. C'est voilà. ça qui est pratique. C'est simple. On sait quand on lit Libé, on sait ce qu'on va lire. Mais c'est plutôt intéressant, c'est le fait que par rapport à tout ce qui avait été demandé pendant le JO, les investissements dans le sport, les 300 millions d'euros qui avaient été promis qui seront finalement moins, la baisse des budgets, le désenchantement généralisé, le plan équipement du président de la République, les 5000 équipements, on n'a pas vu le jour, ce sera soi-disant fin 2026, l'Agence nationale du sport qui... Donc, quoi, c'est pas vrai? Je veux dire, il y a beaucoup de choses. Ils ont raison, on peut pointer tout ce qui n'a pas été donné, puisque d'abord on est complètement fauché. C'est une chose. Mais il y a quand même eu des immeubles créés, des piscines olympiques formidables. Il y a eu une parenthèse enchantée, c'est vrai. Les Français ont été fiers d'eux. Donc les JO ont changé un peu la France pour vous, Sophie de Menton. Ce qui est vrai, c'est que c'est retombé quand même assez vite. C'est vrai que les retombées économiques, quand on voit les restaurateurs pendant cette période-là, ils ont beaucoup souffert. Et il n'y a pas eu... Mais après, ils l'ont un peu rattrapé. On a des touristes comme on n'en a jamais eu. Malheureusement, on a des touristes pauvres. Nous, ils ne dépensent pas en France. Bon, ça, c'est pas de bol. Il faudrait comprendre pourquoi. Mais voilà, encore une fois, c'est complètement excessif. Oui, on a réussi les Jeux Olympiques, malgré des spectacles honteux par certains moments. Ah, voilà. Quand même. On y est. Non, mais j'ai le droit de dire. Il y a eu, à un moment donné, mais j'ai pardonné. C'était magnifique. On y a réussi. On a des athlètes formidables. Il y a une sécurité qui a été mise en place exceptionnelle. J'aimerais bien qu'elle continue. Donc non, on ne peut pas dire tout ça. Oui, il y a une déception parce que c'est vrai que ça n'a pas libéré la France. Enchantée. Et il faut savoir que on a fait sauter tous les obstacles qui permettaient d'installer tout ce qu'il fallait installer, et que ces obstacles, les complications, ont été juste bloqués pendant les Jeux Olympiques, et tout est retombé. Et on moi, je comprends que tous ceux qui ont eu des grandes promesses des ministres des Sports successifs, du président de la République, en disant, rappelez-vous, de cette phrase, on va faire de la France une grande nation de sport, réinvestissement dans les piscines. Sophie, un peu quand même, pas du tout, visiblement, parce qu'on sait dans les budgets. Jean-Philippe Dugouin-Clément, est-ce que pour vous, les JO ont réussi à changer la France en bien sûr? Les Jeux, ça a été un mois, vous l'avez dit, 2 mois avec les Paralympiques, 2 parenthèses enchantées, avec du positivisme, avec un petit peu d'optimisme. Après, ça n'a pas changé les fondamentaux d'un pays qui n'a plus de gouvernement, qui n'a plus de majorité à l'Assemblée, qui est en état de quasi-faillite. Donc quand on a dit ça, il y a des réalités qui reviennent à rattraper les choses derrière. Sur la trace des JO, le projet même des JO, c'était d'être des Jeux Olympiques sobres, c'est-à-dire d'assez peu créer de grandes infrastructures. On n'a pas bien vu financièrement la sobriété. Mais
Si. Par rapport aux JO de Londres, par rapport à ce qui a pu être fait au Brésil ou en Grèce, c'est des JO dont l'intégralité du dossier reposait sur le fait d'utiliser de l'existant. Et en fait, quand on sort de la piscine et du village olympique, il y a eu assez peu, et le bassin de Vers-sur-Marne, mais il y a eu assez peu d'infrastructures de créer. Donc de ce point de vue-là, oui, il n'y a pas forcément une trace majeure qui reste. Après, ça a montré que ce pays, quand on le veut, est capable de casser les normes qui nous entravent. Le problème, c'est qu'on n'a pas été au bout d'aller supprimer, d'aller dénormer. Que ce pays, lorsqu'on le veut, est capable de ramener de la sécurité, capable de ramener de la positivité, et ça c'est important. Et puis par contre, dernière chose, et là moi, je fais ma parenthèse municipale, vous voyez, ce que je regrette un petit peu, c'est que actuellement le débat, c'est de dire est-ce qu'on va supprimer le passe-sport. Le passe-sport, c'est la possibilité que donne l'État d'amener un peu d'argent à des familles dont les enfants sont modestes pour permettre de faire du sport. Et ça, 1 an après, jour pour jour, quasiment des Jeux Olympiques, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors moi, dans ma commune, on a créé, et j'aimerais que toutes les communes le fassent, un chèque sport culture universel. Non, nous on amène, et je le finance. J'amène 160 euros. J'amène ma commune. J'amène 160 euros à chaque enfant de 6 à 16 ans pour pratiquer une activité sportive. Et effectivement, ça, je suis fier de le faire. L'intention est bonne, mais on n'a plus d'argent, c'est niette. Eh bien, on arrive à le financer. Mais chaque maire, on arrive à le financer. La politique de toutes les communes, Sophie de Menton. Frédéric Fougera. D'abord, le premier impact des Jeux, ça a quand même été celui qui a permis à la France un peu de se rassurer d'elle-même. Parce que dans notre pays de grincheux, de haineux, avec les difficultés que chacun peut traverser, mais aussi l'état d'esprit est souvent très négatif, finalement, ça a été effectivement une parenthèse. Mais pour moi, ça n'a pas été qu'une parenthèse enchantée, parce que je pense qu'il y a une grande durabilité dans tout ce qui a été fait. Oui, il n'y a pas énormément d'équipements sportifs qui ont été réalisés, mais il y en a beaucoup qui ont été rénovés. Alors, ça concerne essentiellement la ville de Paris, mais c'était les Jeux de Paris. Donc ça, c'est quand même... On se baigne dans la Seine. C'est quand même des investissements. Non, je voudrais éviter de rentrer dans la caricature, Sophie. Après l'émotion, je rentre dans la caricature. Après, on pourra prendre les cas particuliers. Mais il y a énormément de gymnases, de piscines qui ont été rénovées pour ces Jeux à Paris. Donc voilà, c'est un booster énorme. Sauf si Jean-Philippe me corrige, il y a aussi des infrastructures qui ont été mises en place pour ces Jeux, même si certaines ne le sont pas encore. Je pense à la ligne 14 qui va jusqu'à Orly et le Charles de Gaulle Express qui n'est malheureusement toujours pas encore inauguré, mais ça a bien été fait en prévision des Jeux. Donc ça fait quand même partie de l'héritage. Après, il y a eu une déception, notamment économique, notamment de la part des restaurateurs qui n'ont pas vu un effet immédiat, même voire un effet négatif au moment même des Jeux. Mais cet effet, il arrive maintenant et il sera mesurable. Mais sur les 10, les 15 prochaines années, c'est pas juste une question de premiers mois. On voit déjà que les Jeux ont modifié les flux saisonniers. L'afflux de tourisme n'est plus celui qu'il était. Il est beaucoup plus constant et permanent. Donc ça, c'est des choses qui vont se mesurer dans le temps. Donc tout ça, c'est à vérifier. Cet impact éco est à mesurer, mais qui est pas d'impact, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, mais il va s'inscrire dans le temps. Puis sans doute des déceptions, notamment financières. Rappelez-vous, on avait appris que les JO avaient été en excédent de 76 millions d'euros et bim, la Cour des comptes repasse par là. Finalement, ça nous a coûté 6 milliards. Donc de ce côté-là, je pense qu'il y a peut-être eu un sentiment comme ça de vague et de haut le cœur, mais justement sur ces deux chiffres qui ne doivent pas être comparés. Il y a le coût des Jeux en eux-mêmes et c'est là où il y a un déficit, et il y a ce qu'ont rapporté les Jeux à côté. Voilà. Non, mais c'est pas des chiffres qui doivent se comparer ni il faut prendre les deux pour ce qu'ils sont. Ah oui, les deux pour ce qu'ils sont, mais la Cour des comptes a des personnels de grande qualité. Oui, le petit clin d'œil à ses équipes. C'est ça. Non, mais en revanche, je comprends la déception de beaucoup. Rappelez-vous, sans rire, je pense qu'on a oublié, parce que je crois qu'on a un Alzheimer précoce en France. Rappelez-vous, les déclarations politiques, on n'en pouvait plus. La France doit être une grande nation sportive, c'est extraordinaire, on va miser la leçon des... Mais non, c'est pas... Oui, mais c'est normal quand on donne suite, Sophie de Menton, on peut pas se permettre dans ce pays d'être le pays des déclarations, des petites paroles en politique internationale, en politique intérieure, en politique sportive. Je pense que c'est frustrant. Non, mais ça, c'est précisément le personnel politique qui est responsable de tout ça. Ah oui, mais pas que. Baptiste, bonjour. Bonjour. 0826 300 300. Bonjour mon cher Baptiste, merci beaucoup de nous appeler sur ce sujet. Est-ce que pour vous, de ce que vous pouvez regarder, est-ce que la France, est-ce que les JO ont réussi à changer un peu la France? Est-ce que nous sommes devenus une grande nation de sport? Alors, avant de parler des JO, parce qu'évidemment c'est le sujet, juste pour répondre à Sophie de Menton, qui est un peu comme
comme un roquet, comme ça répète, on est fauché, on comme n'a un pas de roquet, thune, enfin. Personne, comme un perroquet si vous préférez. C'est pas mieux. Il n'y a pas de thune, pas pour tout le monde. Hein. Je rappelle quand même que la fortune des milliardaires, elle a augmenté 2000 milliards de dollars en 2024. Là, c'est le perroquet, là. Milliardaires par semaine. Donc en fait, en France, leur fortune augmente de 13 millions d'euros par jour à notre cinquantaine de milliardaires. Donc il n'y a pas de thune, on est fauché. On aimerait tous les avoir, je suis d'accord, voilà. Baptiste, mais sur la réflexion sur les JO. On n'était pas un grand pays de sport, on n'est toujours pas un grand pays de sport, on n'a pas de politique dédiée au sport. À part quelques équipements qui ont été construits dans le 93, la France, qui devait bénéficier des JO, n'a pas du tout bénéficié des JO. Nos sportifs sont toujours livrés à eux-mêmes. On ne fait pas plus de sport à l'école et on n'investit pas plus dans le sport. Donc, non, vous, c'est ce que vous observez sur les infrastructures, sur les... Oui, il y a eu effectivement, il y a des infrastructures sportives qui ont été construites dans le 93. Elles sont très peu publiques. Hein. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que l'Adidas Arena, c'est super, hein, mais l'Adidas Arena, tout le monde n'y va pas. Voilà, ça le problème, c'est que tout le monde ne va pas jouer au basket à l'Adidas Arena. Les piscines, on verra. Le village olympique qui a été transformé en logement, il faudra voir un petit peu en quel type de logement ça se transforme. Si c'est des logements inaccessibles, ça ne profitera pas aux habitants du 93. Donc je pense qu'en vrai, ça va profiter à la France. C'était l'argument facile pour dire on va claquer 6 milliards d'euros pour les JO. Voilà. Vous regrettez que ça ne se soit pas fini pour peut-être une politique plus accessible à tout le monde, que ce soit sur les infrastructures et notamment dans les déceptions. Je pense notamment au sport paralympique avec un désengagement excessif de beaucoup de sponsors où ça avait été la promesse pour beaucoup de clubs et pour beaucoup de sportifs aussi, bien sûr. Et on en a reçu à cette période sur Sud Radio qui tout d'un coup a des espoirs peut-être douchés et tombés comme un soufflet parce que derrière, ça n'a pas suivi suffisamment, Baptiste. Hein. Vous avez raison d'aborder ce sujet-là, et moi je voudrais aller même plus loin là-dessus, parce que en fait, il se trouve que depuis quelques mois, je suis devenu papa, et que du coup, je me balade beaucoup en transport en commun avec une poussette. Et je découvre stupéfait, je savais qu'on était très en retard sur l'accessibilité dans les transports, etc. Mais je découvre avec stupéfaction le nombre de stations de métro qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc en gros, moi c'est simple, hein, quand je me balade seul avec ma fille, je peux porter la poussette, y compris dans les escaliers, ça va. Mais par contre, si ma femme se balade seule avec la poussette, c'est impossible. Et il y a une vingtaine de stations à peine, je sais pas si on se rend compte, hein, on est quand même la France, il y a une vingtaine de stations où on peut aller du quai à la rue avec une poussette. Et ça avait été, rappelez-vous, ça avait été aussi un sujet, notamment sur les villages olympiques et dans les transports pendant les JO. Merci beaucoup, mon cher Baptiste, de nous avoir appelé au 0826 300 300. C'est vrai aussi ce qu'il dit Jean-Philippe Dugouin-Clément, notre ami Baptiste, en disant, mais enfin c'est super, mais beaucoup a été construit, il y a peut-être beaucoup de montagnes qui ont été déplacées, mais finalement qui en bénéficie? Oui, c'est fait pour les gros matchs et tout le monde ne peut pas y accéder. C'est peut-être la sensation de ne pas pouvoir accéder à la belle image qu'on nous a montrée pendant des mois. Mais bien sûr, ce que je vous disais, c'est les équipements qui ont été faits, c'est des équipements ponctuels liés aux JO. Là où il y a un véritable gain, c'est sur la question des infrastructures de transport, où il y a eu pour le coup des centaines de millions d'euros d'investis et qui bénéficient à tout le monde. Quand on parle de la 17, quand on parle du Carrefour Pleyel, quand on parle de la ligne 14, effectivement, on est sur quelque chose qui a été porté dans ce cadre-là, qui a été accéléré avec ce cadre-là, et où là, il y a un retour pour tous les Français au quotidien, à minima pour tous les Franciliens, ce qui fait quand même 20% de la population. Puis la deuxième chose, c'est le miroir, l'effet publicité mondiale que ça a fait pour le pays, et là qui est durable. Cette année, alors que le tourisme tombe partout en Europe, on est le pays le moins impacté par la chute du tourisme, parce qu'il y a aussi eu cet effet vitrine mondiale. Très bien, mais il y a aussi eu cet effet vitrine mondiale, et ça c'est quelque chose qui va aussi durer. Mais sur les infrastructures, ça a apporté que beaucoup d'hôteliers, beaucoup de restaurateurs ont regretté ce manque d'effet JO, notamment parce que beaucoup ont dû fermer, parce que une sécurité excessive, essentiellement etc. à Paris. Parce que ailleurs, à Paris. C'est un peu différent. Là, on est sur un truc très auto-centré sur Paris. Vous avez raison, Frédéric Fougera, sur ce que nous a dit l'ami Baptiste. Ils sont aussi auto-centrés sur Paris d'une certaine façon, mais pour aller dans le sens de l'auditeur, et malheureusement dans le mauvais sens, mais il a parfaitement raison.
un point négatif sur ces jeux. Pour moi, le gros échec, c'est la question de l'accessibilité, comme ça a été dit par Baptiste. Je l'ai dit ici 3 ans avant, 2 ans avant, 1 an avant, 6 mois avant. La question de l'accessibilité n'a pas du tout été prise en compte. Donc on est vraiment un pays arriéré sur ces questions-là. On a travaillé la question du dernier kilomètre, où quand je parlais de la rénovation de tous les équipements sportifs qu'il y a eu à Paris, à ce moment-là, on a travaillé sur site la question de l'accessibilité, mais pas l'accessibilité pour s'y rendre. Donc c'est très bien qu'un lieu soit accessible, mais si on ne peut pas s'y rendre, ça sert pas à grand-chose. C'est plus ennuyeux. Vraiment, là, il y a eu beaucoup de promesses et il y a eu aucune réelle volonté. Il y a eu des ministres, des secrétaires d'État aux questions de handicap et d'accessibilité qui se sont succédés, mais leur bilan est vraiment négatif. Surtout quand on voit, rappelez-vous, même les audiences des Jeux paralympiques, ça avait provoqué une telle ferveur, et c'est peut-être l'effet déceptif le plus important quand on voit le désengagement de beaucoup de sponsors qui étaient pourtant si importants pour énormément de clubs, d'associations, pour les futures compétitions à venir. On se doute qu'en effet ce soit une déception. Les auditeurs de Sud Radio sont beaucoup plus sévères que nous tous. Un an après les JO, ont-ils vraiment transformé la France? Non, à plus de 97%, oui à 2%, c'est les 8% peut-être. C'est quand même des Jeux olympiques. On ne pouvait pas compter sur ça pour transformer la France. Voilà, il faut quand même remettre les choses un peu à l'heure. Il y a, puisque vous lisez les journaux pendant l'émission, Sophie de Montpont, je vous encourage à vivement lire. Oui, l'interview de Bernard Arnault, on a compris, votre idole. Pensez à enlever le poster dans votre chambre, Sophie de Montpont. Beaucoup d'auditeurs. Non, j'en ai mis un second, mais c'est pas ça. C'est qu'il disait que les riches étaient de plus en plus riches. Et je disais avec beaucoup d'intérêt que Bernard Arnault se battait, qu'il avait perdu sur beaucoup de marques, qu'il essayait de faire face, et que c'est totalement faux. Et s'il est très content parce que Bernard Arnault gagne moins d'argent, il va être très très déçu dans pas mal de temps. Bernard Arnault a eu notamment l'occasion de se faire la publicité en habillant et en étant le sponsor de Laurent Marchand. Donc je crois que pour les JO, cet ami Bernard Arnault a trouvé, je crois, quelques gains financiers. Donc peut-être pas le meilleur exemple. Non, mais je parle de la situation générale aujourd'hui économique. Elle n'a plus rien à voir avec les JO. Nous sommes là dans un équilibre économique tout à fait instable dans le monde, avec des droits de douane énormes. C'est ça le sujet. C'est plus les Jeux Olympiques. Mais puisque une fois plus, vous avez certains journaux, l'opinion parle aussi peut-être de l'incapacité des politiques à bénéficier des vagues positives qui arrivent pour essayer justement de les transformer en dynamique. Là aussi, ça mériterait un sujet à part. Dans un instant, pour conclure ces grands débats de l'été, les coups de cœur et les coups de gueule de chacun, toujours en compagnie de Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mency, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Merci de passer l'été en notre compagnie sur Sud Radio. 0826 300 300, c'est le numéro que vous appelez pour réagir, pour nous interpeller aussi, pour nous faire part de vos réflexions sur les différents sujets qu'on aborde dans cette émission, notamment après-midi, toujours en compagnie des 3 mousquetaires. Et c'est l'heure pour terminer cette émission avec une once de positivité, peut-être avoir des coups de cœur et des coups de gueule de la part de chaque intervenant. Je me tourne vers vous. D'abord, Jean-Philippe Dugoin-Clément. C'est un coup de cœur, c'est ça? J'en sais rien, voilà. Mais une réflexion sur le couple Emmanuel Macron qui attaque la personne qui les diffame. Enfin, une des personnes qui les diffame, vous l'avez peut-être vu, hier, ils ont déposé plainte aux États-Unis contre Madame Owens, qui est une influenceuse qu'on qualifierait de membre de la fachosphère en France, et qui relaie à plaisir ces théories complotistes selon lesquelles Brigitte Macron serait née homme, serait transsexuelle, qu'il y aurait un complot d'État pour cacher cela, ce qui est relayé à qui mieux par tous les supporters des partis d'extrême droite en France. Voilà. Donc il y a un dépôt de plainte aux États-Unis qui peut lui coûter très cher, parce que pour le coup le droit américain en termes de dommages et intérêts va beaucoup plus loin que le droit français. Mais au-delà de ça, ce que je trouve absolument dingue, c'est cette montée des complotistes. Il y a de ça 50 ans, ces personnes auraient été enfermées dans des asiles. Aujourd'hui, elles ont pignon sur rue, elles sont relayées, elles ont des dizaines de milliers de followers. Alors on a Madame Owens, on a les théories sur Enedis et les Linky, c'était Monsieur Dupont-Aignan qui relayait, sur les vaccins qui allaient permettre de tracer les gens avec Monsieur Philippot. On a l'adénochrome relayé par Madame Paloma qui avait pignon sur rue chez Monsieur Hanouna. On a les théories comme quoi Trump aurait été vainqueur contre Biden, d'autres relayées par Marion Cotillard, comme quoi le 11 septembre serait un complot de la CIA. Et on est aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus aucun filtre, où la montée des réseaux sociaux, de l'absence de recul de la presse, fait que là où des gens relèvent de théories
qui sont des théories de fous alliés. On contribue à rendre ce pays fou et on leur permet de gagner de l'argent dessus. Bravo. Ça, c'est dit. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy, pour ce coup de gueule, ou disons coup de cœur pour la décision du couple Macron et coup de gueule contre tous ces gens qui alimentent ces théories. Ma chère Sophie de Menton, alors là, il n'y a pas de doute, ce n'est pas un coup de cœur, c'est un vrai coup de gueule. Alors, c'est un coup de gueule. Je ne veux pas encore paraître complètement ringarde. Mais non. Mais je suis sidérée que le service public, alors qu'on a besoin d'émissions de qualité, de contrôle, d'ailleurs, et de vraies équipes rédactionnelles au niveau des informations, qu'on a besoin de tout, de faire lire les enfants, eh bien, il y a la Drag Race France All Stars, avec un Super Bowl qui vient de reprendre place le 10 juillet, deuxième partie de soirée. Et c'est quand même le concours de la drag queen, une caricature absolue. Je suis désolée, comment on peut en faire une émission phare sur le service public ? Bon, qu'il y ait d'autres chaînes qui veulent, très bien, on a le droit de tout faire, on a le droit d'adorer les drag queens mais au moment où on a besoin aussi de reprendre un peu l'éducation des enfants de façon un peu plus saine, j'étais très choquée. Et ça vous a interpellé, que ce soit sur le service public en tout cas. Oui, c'est ça. Non, on a le droit de faire tout ce qu'on veut dans le privé. C'est vos impôts. C'est le service public, ce sont nos impôts. Et puis c'est quand même, le service public, c'est fait justement pour donner une certaine idée de la France, une certaine idée, c'est des valeurs. Et donc le concours des drag queens, je trouve ça très moyen. Et ça c'est dit. Sophie de Menton, son coup de gueule, et le dernier sera aussi un coup de gueule. Décidément, il y avait tous un besoin de relâchement en cette fin de semaine, mon cher Frédéric Fougera, contre un certain CNRS. Mais pas du tout, Maxime, c'est pas du tout un coup de gueule, c'est un coup de chapeau que je vous adresse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous allez voir venir le coup ? Mais vous aviez raison, Maxime. Après que l'ADEME nous ait expliqué combien de jours porter un slip ou un caleçon avant de le laver, après que l'INSEE nous ait expliqué que nous habitons des logements trop grands, et la semaine dernière, après que la Cour des comptes nous ait expliqué que nous épargnons trop. Quelle chance nous avons d'ailleurs au passage, que tous ces gens rémunérés avec l'argent de nos impôts nous expliquent la vie comme si nous avions besoin de survivre ou comme si nous ne pouvions pas survivre sans leur assistance. Eh bien, vous aviez raison, Maxime, les semaines se succèdent et se ressemblent. En plein débat sur les croyances sur l'acétamipride, que certains veulent interdire aux agriculteurs alors qu'ils en font eux-mêmes un usage domestique quotidien, ça on en a déjà parlé. Eh bien, j'ai lu que le CNRS nous expliquerait que la culture en France de la betterave à sucre n'est pas indispensable. Voilà, maintenant on nous explique ce qui est indispensable ou ce qui n'est pas indispensable. Alors effectivement, on l'a déjà évoqué pendant l'émission, nous pourrions importer l'intégralité des centaines de milliers de tonnes de sucre et produits dérivés à nos voisins européens. Ça nous permettrait de consommer les mêmes produits, mais de les importer, alors évidemment un peu plus cher, avec un coût écologique plus élevé, tout en créant chez nous du chômage. Tout ça me paraît très cohérent. Peut-être rendez-vous la semaine prochaine. Moi, je ne serai pas là, mais peut-être qu'il y aura notre ultra-administration, sauf si elle est en vacances. Ça nous fera du bien, mais sinon, avec vos prochains invités, je vous laisserai débattre de ces nouvelles injonctions qui nous seront adressées. On vous appellera, même sur votre lieu de vacances, on vous demandera un petit édito, mon cher. En tout cas, d'avance, vous aviez raison. Vous aviez raison et je pense que ça va continuer. Je prends le coup de chapeau. Merci à tous les trois d'avoir été dans ce studio. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, auteur de Anthologie de la com. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous avez tous passé votre petit coup de gueule. Vous avez tous les ingrédients qu'il faut pour partir convenablement, peut-être pas en week-end, mais même mieux en vacances. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Et pour ceux qui nous écoutent, restez avec nous dans un instant. Bien sûr, le journal, la météo, le tour du tour avec Joseph Ries, les actualités du Tour de France à partir de 12h15. Est-ce qu'on va enfin avoir la vérité sur le suicide de l'ancienne femme de Bertrand Cantat ? En tout cas, la justice a décidé de rouvrir le dossier et on sera avec une avocate qui, depuis plus de 15 ans, est sur ce dossier et elle a des preuves, bien sûr, que l'ex-rockstar est devenu un tueur. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Toujours ensemble encore pendant 1 heure, en direct évidemment jusqu'à 13h et comme d'habitude, après votre journal et la météo, on vous retrouve. Joseph Ries, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Vous nous racontez le Tour de France à travers 3 mots et aujourd'hui vous avez choisi dermatose, bidon, dernière chance. Oui. En commençant donc par dermatose. Alors, la 19e étape du Tour de France est raccourcie par l'organisation. En cause, la découverte d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse au sein d'un troupeau de bovins situé dans le col des Saisies qui était prévu sur le parcours du Tour. Le parcours devait faire 129,9 km. Il en fera 34 de moins. Certains maires dénoncent des décisions sans logique sanitaire prises sous la pression des agriculteurs. Certains avaient prévu des activités
activité, le tour ne passera pas par leur commune. Pour rappel, la dermatose, c'est une maladie virale non transmissible à l'homme causée par piqûre de mouche ou de taon notamment. La règle, s'il y a un cas dans un troupeau, on abat tout le troupeau. Christian Prudhomme, patron du Tour, justifie sa décision en expliquant que des mouches ou des taons auraient très bien pu rentrer dans des voitures d'organisation, de journalistes, se balader et ressortir 20 et 50 km plus tard et donc rendre contagieux certains autres troupeaux. Et le deuxième mot, mon cher Joseph, c'est le mot bidon. Ouais, bidon. Est-ce que vous connaissez le bidon collé, Maxime ? Non, je n'ai pas cette chance. Je vais tout vous expliquer. Mais j'espère pourquoi. Bien. Alors, c'est une forme en fait de tricherie qui existe. Donc je devrais connaître. Peut-être que vous allez connaître. C'est un jour on vous met sur le col d'un Tour de France et on a dit que c'était fait pour les sportifs. Mais si un jour je vous y oblige, peut-être que vous allez tricher un peu comme ça. En fait, c'est une forme de petite tricherie qui existe dans les pelotons professionnels. Quand ils sont vraiment fatigués dans un col, ça leur arrive, ou qu'ils veulent garder de l'énergie, ils vont au niveau de leur voiture, de leurs entraîneurs qui suivent le peloton. Ah oui. J'ai vu ça. Et donc vous restez, vous faites une petite c'est votre petite initiative locale quoi. Habituellement pendant la course, on va à la voiture, on récupère à manger, on récupère à boire. Sauf que là, le directeur tend un bidon à travers sa vitre en train de conduire, et il le tend par la fenêtre et en fait les coureurs ici accrochent très fort et ça les emmène. Ils prennent la vitesse avec la voiture comme s'ils s'accrochaient à la portière. Et ça, on appelle ça un bidon collé. Ils sont portés par la vitesse de la voiture. En général, les coureurs font cela en se cachant un petit peu. Sauf que on a notre petit Français, Lenny Martinez, qui est maillot à pois. Il s'est fait choper. Il s'est fait choper en 4K à le faire, filmé en direct à la télévision. Il a été sanctionné par la direction de course et avec des points du coup retirés au maillot à pois. Et ce maillot à pois, il le voulait tant. Malheureusement, ça devient un peu quasi impossible désormais. Et voilà, donc pas de tricherie. On fait ça dans les règles, c'est quand même toujours beaucoup mieux. Et peut-être que ça pourrait être en lien. Tiens, justement, le dernier mot, mon cher Joseph, c'est le mot dernière chance. Dernière chance en haute montagne ce vendredi pour Jonas Vingegaard qui peut briller sur le Tour de France. On ne sait jamais, le remporter, ça risque d'être difficile. Il est deuxième du Tour à plus de 4 minutes de Tadej Pogačar, actuel maillot jaune. Il avait promis, Jonas Vingegaard, de prendre tous les risques. Il n'a pas vraiment tenu sa promesse dans l'étape d'hier où il avait tout simplement pas les jambes. Ça arrive. Et c'est pas nous qui allons, depuis nos sièges et canapés, lui tomber dessus pour cela. Aujourd'hui, direction La Plagne pour les coureurs, arrivée prévue vers 17h30 et vous pourrez suivre l'arrivée en direct avec Frédéric Brindel dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Sud Radio, votre rendez-vous et votre radio qui vous accompagne durant tout l'été, pardonnez-moi, et qui est évidemment la radio du Tour de France. Merci beaucoup, mon cher Joseph. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On voulait absolument prendre le temps sur Sud Radio de revenir sur ce qui s'est passé hier après-midi. Le parquet de Bordeaux décide de rouvrir l'enquête sur le suicide de l'ex-femme de Bertrand Cantat. Elle s'appelait Christina Radi pour, je cite, violence volontaire par conjoint ou concubin. Et cette réouverture fait suite à la diffusion le 27 mars, et vous l'avez peut-être vu dernier, d'un documentaire Netflix intitulé Le cas Cantat de rockstar à tueur. Son visionnage m'a conduit à ressortir le dossier en recherche des causes de la mort ouvert à la suite du décès de Christina Radi. Ça, c'était les précisions du procureur de Bordeaux. Et c'est vrai que c'est un cas qui a marqué la France. Et c'est un cas qui a marqué la France parce que on parle de Bertrand Cantat, qui est à l'époque une idole, qui est au sommet de la scène musicale française. Il est sur toutes les scènes, il est sur toutes les chansons. Universal est au sommet, et à ce moment-là, il est en couple avec Marie Trintignant, et il sera connu pour, dans une chambre d'hôtel à Vilnius, tout simplement massacrer Marie Trintignant. Et ce documentaire met la lumière sur la réaction des élites, c'est-à-dire les médias, les politiques, les artistes qui subitement parlent de crime passionnel, parlent de Bertrand Cantat comme une victime, et c'était important qu'on prenne le temps d'en reparler presque 22 ans après les faits. Bonjour Yael Mellul. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ancienne avocate du dernier compagnon de Christina Radi, et depuis des années, vous accumulez les preuves, les dossiers contre Bertrand Cantat. Parce que dans le suicide de cette ex-femme, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte ? Il sort de prison après le meurtre de Marie Trintignant. Il se remet en couple avec son ex-femme qui est Christina Radi, et elle se suicide un jour en 2010. Et c'est là que se déclenche un tout autre univers. Alors, le contexte, c'est donc que Bertrand Cantat
est sorti de détention depuis 3 ans, qu'il est sous le régime de la libération conditionnelle. Donc il doit respecter certaines obligations avec un juge d'application des peines il y a une certaine, on va dire, vie commune encore avec Christina Radi, un peu contrainte et forcée pour qu'il puisse voir ses enfants, alors que Christina Radi essaye, tant bien que mal, de refaire sa vie. Et voilà, qu'elle se suicide le 10 janvier 2010. Comment avez-vous accueilli la réouverture de cette enquête ? Je l'ai accueilli avec un grand soulagement, un énorme soulagement de me dire qu'enfin, le parquet de Bordeaux, qu'enfin la justice va pouvoir travailler, effectuer des investigations, faire des auditions de témoins dans cette affaire vieille de 15 ans, puisque pendant 15 ans, absolument rien n'a été fait, en réalité, par le parquet de Bordeaux. Absolument rien. Moi, à deux reprises, j'ai déposé des plaintes au parquet de Bordeaux, en 2013 puis en 2018, avec des éléments nouveaux. Ce que je considérais être comme des éléments nouveaux. C'était quoi, sans rentrer dans le détail, pardonnez-moi, maître Yael Mellul, mais c'était quoi ? C'était des enregistrements, c'était des témoignages ? Alors, en 2013, c'était dans un premier temps le long message que Christina Radi avait laissé à ses parents 6 mois avant de se pendre. Un long message où elle expliquait de manière extrêmement claire les violences qu'elle subissait de la part de Bertrand Cantat. C'était à la fois des violences à caractère psychologique et des violences à caractère physique. Et puis, dans un second temps, je leur avais transmis une liste de témoins, d'une dizaine de témoins, directs et indirects, de violences que subissait Christina Radi. Et absolument aucune investigation n'a été faite, à part l'audition donc de François Saubadu, qui était le dernier compagnon de Christina Radi, qui lui attestait aussi de la pression, des SMS, de violences. Voilà, absolument, de violences subies par Christina Radi. Et donc l'enquête a été rouverte et clôturée avec une vitesse, on va dire, éclair. En 2018, j'ai déposé une deuxième plainte avec d'autres éléments nouveaux, notamment des échanges que j'avais eus avec la compagne d'un ex-membre d'Honneur Désir, qui disait clairement que Christina Radi était victime de violences conjugales, qu'elle disait avoir peur pour sa vie. Donc l'enquête a été rouverte et en l'espace de 3 mois, elle a été aussitôt refermée, voilà, avec aucune investigation qui n'a été effectuée. Donc je ne peux aujourd'hui qu'accueillir avec un énorme soulagement le fait de constater qu'enfin le parquet de Bordeaux prend en main ce cold case, parce que c'est un cold case, et j'espère que voilà, des investigations enfin vont pouvoir être menées. Comment expliquez-vous, Yael Mellul, parce que c'est quand même depuis le début de cette affaire et depuis malheureusement l'existence de ce cas Cantat quelque chose qui est stupéfiant, c'est la lenteur, pour ne pas utiliser un autre terme peut-être plus péjoratif, de la justice à l'encontre des investigations qui doivent être menées auprès de Bertrand Cantat. Comment l'expliquer ? Est-ce que ça veut dire que dans une partie de la société française, peut-être une partie de la justice française, a encore peur ou pense encore que Bertrand Cantat est intouchable ? Alors moi, je ne vais même pas parler de lenteur. On n'est pas face à la lenteur de la justice, on est face à l'inaction totale de la justice. On est face à des dysfonctionnements manifestes de la justice. On est à un autre niveau. Comment l'expliquez-vous ? Je n'ai pas d'autre explication que de me dire que Bertrand Cantat a bénéficié d'une certaine forme d'impunité. Rajouter à cela une omerta absolument considérable autour de Bertrand Cantat, parce que tout son entourage, les membres d'Honneur Désir, se murent dans un silence complice qui est absolument incompréhensible. Donc j'espère aujourd'hui que cette omerta va être brisée et qu'enfin toutes ces personnes vont avoir le courage de libérer leur conscience et d'enfin de parler. Donc moi je prends la rouverture par le parquet de Bordeaux comme un signal extrêmement fort
extrêmement fort. Voilà, je me dis que c'est extrêmement encourageant, on va dire, voilà, pour la suite. Et est-ce que vous croyez, parce que vous connaissez le système qu'a mis en place l'homme, le meurtrier Bertrand Cantat dans son entourage au moment de l'assassinat du meurtre de Marie Trintignant à l'époque, vous parliez de l'omerta, c'est ce qui s'est passé au niveau médiatique, au niveau des stars, encore au niveau de son entourage. Et j'encourage ici tous ceux qui n'ont pas vu le documentaire à aller le voir, le cas Cantat de rockstar à tueur. Est-ce que vous attendez aujourd'hui quelque chose de Bertrand Cantat, peut-être après tout ce temps? Non, absolument rien. Non, lui, il a toujours été, il n'y a aucune raison que ça change dans le déni le plus total de ses actes. Je veux dire, même s'agissant du meurtre de Marie Trintignant, lorsqu'il l'a évoqué après dans une interview qu'il avait donnée aux Inrocks, il parlait encore de passion, de crime passionnel, qu'il l'aimait à la folie. Enfin, je veux dire, il avait on rappelle quand même que le rapport du médecin légiste qui n'avait pas trouvé l'écho adéquat dans les médias parlait de quelqu'un qui l'avait littéralement défiguré et massacré. Ah oui, absolument. Enfin, je veux dire, on est dans une exécution totale en réalité, hein. Donc, et on est même après avoir purgé sa peine. Donc, on rappelle quand même que le principe même d'une condamnation pénale et d'un emprisonnement, c'est que le condamné prenne conscience de la gravité de ses actes. Eh bien, pour Bertrand Cantat, force est de constater que ça n'a pas que l'objectif n'a absolument pas été atteint à l'époque, puisqu'il il était encore, voilà, dans ce mirage du crime passionnel. Donc, il n'y a aucune raison qu'encore aujourd'hui, il change on va dire, de méthode, de stratégie de défense. Donc je n'attends rien de lui, rien. Maître Yael Mellul, je vous propose de rester avec nous. On se rejoint juste après une courte pause en direct ici sur Sud Radio, notamment parce que au cœur de cette enquête qui est relancée par la justice se trouve un dossier médical que la femme, l'ex-femme de Bertrand Cantat, Christina Radi, sera en réalité dont elle sera l'objet après une visite à l'hôpital où le dossier atteste de façon assez évidente de violences conjugales majeures. Mais là aussi, alors que Bertrand Cantat vient de sortir de prison, cette pièce n'est pas étudiée. Il faut qu'on en reparle dans quelques instants avec Yael Mellul, l'ancienne avocate du dernier compagnon de Christina Radi. Cette affaire Cantat qui a secoué la France et qui visiblement va continuer de la secouer pendant encore plusieurs années. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Est-ce qu'on aura un jour accès à la vérité sur ce qui s'est passé dans l'intimité du couple que formait Bertrand Cantat avec Christina Radi à l'époque où celui-ci sort de prison après l'assassinat sauvage, parce qu'il était sauvage, l'assassinat de Marie Trintignant dans une chambre d'hôtel à Vilnius? Pour en parler, Yael Mellul, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancienne avocate du dernier compagnon de Christina Radi et on était en train d'évoquer cette justice extrêmement lente, l'aura, hélas, que Cantat avait imposé et continue encore à imposer sur son entourage au cœur de la réouverture de l'enquête par la parquet de Bordeaux. Il y a cet élément, ce documentaire qui a été vu par des millions et des millions de personnes avec un point troublant qui a dû forcément bien sûr attirer votre regard et votre attention, c'est ce dossier médical quelques mois à peine après le retour en quelque sorte du couple Cantat-Radi, où ce dossier en tout cas atteste de quoi? D'une violence évidente dans ce couple. Alors, je tiens à préciser que non seulement ce témoignage a attiré mon attention, mais ce témoin, c'est moi qui l'ai venu voir en premier, et que voilà, ce témoin, c'est moi qui l'ai apporté à l'agence CAPA et qui l'ai convaincu de témoigner. Donc, je connais parfaitement la teneur de ces témoignages, qui est d'une importance absolument capitale. Alors, racontez le contenu de ce témoignage, parce qu'il est sidérant pour comprendre ce qui se passe visiblement et ce qui se passait dans l'intimité de ce couple qu'on nous a vendu comme étant normal au moment où Bertrand Cantat sort de prison après le meurtre de Marie Trintignant. Absolument. Ce témoignage est essentiel parce que il vient apporter une preuve supplémentaire sur l'existence de violences subies par Christina Radi. On apprend que Christina Radi s'est rendue à l'hôpital de Bordeaux ensuite de violences qu'elle a subies et où elle vient donc dire que non seulement elle subit des violences de manière récurrente, mais qu'en plus de cela, elle vient ce jour-là se faire soigner de violences d'une exceptionnelle gravité, puisqu'on parle de décollement du cuir chevelu, on parle d'hématomes,
on parle de dents cassées. On parle aussi d'une femme en état de destruction psychique totale, en dépression. Et elle nomme son agresseur. Elle désigne Bertrand Cantat. Donc ça, c'est en quoi? En 2009, début de l'année 2010 Alors, elle s'est suicidée en janvier 2010. Donc durant l'année 2009. On parle de quelques mois auparavant. D'accord? Donc on parle de l'existence d'un dossier médico-légal quelques mois avant son passage à l'acte suicidaire. On a le physique d'une femme qui vient attester qu'elle est victime d'une violence inouïe. Enfin, je veux dire, ce que vous nous racontez, c'est des termes pour évoquer un massacre. Vous parlez de dents cassées, de cuir chevelu détaché. On imagine, je crois que personne n'imagine la violence que cela représente. Décollement du cuir chevelu, donc il faut s'imaginer quand même la violence qu'il y a derrière. Mais sauf erreur de ma part, à ce moment-là, pardonnez-moi Yael Mellul, c'est exactement les symptômes qu'on retrouvera sur le corps sans vie de Marie Trintignant, notamment le décollement du cuir chevelu. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Et la question qui se pose, et à laquelle j'espère le procureur pourra nous apporter une réponse dans le cadre de l'enquête qu'il vient de rouvrir, c'est comment, en janvier 2010, au moment de la mort de Christina Radi, les enquêteurs, les magistrats en charge de l'enquête, parce qu'il y a une enquête qui a été diligentée, qui a duré 2-3 jours, comment est-ce possible que tous ces acteurs de la chaîne pénale en charge de l'enquête n'aient pas eu connaissance de l'existence de ce dossier médico-légal? Et surtout, comment après le suicide, alors que Bertrand Cantat est encore largement surveillé par la justice, comment on estime pas suffisamment nécessaire, visiblement, le fait d'aller l'interroger longuement? Absolument. Voilà, là, c'est autant de questions qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont trouvé aucune réponse et qui manifestent, qui caractérisent un dysfonctionnement de la justice. Parce qu'on rappelle, et c'est essentiel, que Bertrand Cantat était sous le régime de la libération conditionnelle et qu'au moindre faux pas, il retournait en prison. Donc, normalement, si ce dossier médico-légal avait été porté à la connaissance de la justice au moment du suicide de Christina Radi, il aurait dû retourner en prison. Une dernière question, Yael Mellul, qui est, pardonnez-moi, à mon sens centrale, mais peut-être que je me trompe. On sait à quel point Bertrand Cantat a eu derrière lui toute la machine médiatique, toute la machine artistique. On pense évidemment à Lio, qui était la tête de proue de ces femmes qui hallucinaient que sur un plateau on puisse encore à l'époque parler de crimes passionnels face à la sauvagerie dont il apparaissait comme étant évident lors du meurtre de Marie Trintignant. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que la justice s'adapte aussi en grande partie à la société? Est-ce qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 20 ans, la justice est prête à examiner froidement l'image de la rockstar Bertrand Cantat? Je l'espère. Je regrette juste, il aura fallu un documentaire Netflix. Il aura fallu la surmédiatisation qu'il y a eu au moment de la diffusion de ce documentaire. Pour que le parquet de Bordeaux se penche à nouveau sur ce dossier. Vous voyez, alors que la quasi-totalité des choses qui ont été dites dans l'affaire de la mort de Christina Radi avaient déjà été portées à la connaissance du parquet de Bordeaux. Encore une fois, le seul élément nouveau qui permet la rouverture de l'enquête aujourd'hui, et Dieu merci, c'est le témoignage de cet infirmier. Mais sinon, le reste, tout le reste, et déjà dans le dossier pénal. Mais c'est une justice qui a dysfonctionné. Donc ça a dysfonctionné. Et maintenant, il faut espérer qu'effectivement, la personnalité, le personnage de Bertrand Cantat ne fasse plus obstacle à la manifestation de la vérité. Merci beaucoup Yael Mellul, ancienne avocate du dernier compagnon de Christina Radi, d'abord d'avoir été avec nous et ensuite de ne rien lâcher dans ce combat. On suivra évidemment l'évolution de ce dossier sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous. On parlait de dysfonctionnement de la justice. Tiens, peut-être que certains députés en nous écoutant auraient envie de faire une commission d'enquête sur l'état de la justice en invitant certains habitués, certains anciens ministres, certains commentateurs, parce
parce qu'après tout, il y a des commissions d'enquête sur tout, sur Betterham, sur Benalla, sur les aides aux entreprises. Est-ce un bon signe de notre santé démocratique ou au contraire, sommes-nous en train tout simplement de corrompre le système des commissions d'enquête? Est-ce qu'elles peuvent être instrumentalisées? C'est en tout cas la discussion que nous allons avoir dans un instant avec Marc Mossé, avocat associé au sein du cabinet Auguste Debussy. Il tient à nous alerter sur attention, nous allons tout doucement dénaturer l'objet des commissions d'enquête et c'est peut-être beaucoup plus grave que ce qu'on peut penser. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et si les fameuses commissions d'enquête que l'on croyait indispensables au bon fonctionnement démocratique, au bon fonctionnement politique aussi, les commissions qui doivent parfois faire la lumière sur des faits qui nous apparaissent obscurs, si jamais ces commissions étaient en réalité en train d'être instrumentalisées, c'est en tout cas la pensée de Marc Mossé, avocat associé au sein du cabinet Auguste Debussy, qui, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous signez un papier fascinant dans le journal Le Point, le risque de l'instrumentalisation. C'est vrai qu'elles sont partout, aussi bien sur l'attribution des chaînes de la TNT que sur les aides aux entreprises. On l'a vu encore plus récemment sur l'affaire Betterham, mais on se souvient même de certaines commissions d'enquête sur l'affaire Benalla, celle qui était extrêmement médiatisée. Je crois que c'est celle qui a accumulé le plus de vues et le plus d'audimat au moment où elle était diffusée en direct à la télévision. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel était l'objet, quand cela a été pensé, des commissions d'enquête? Parce que partons du commencement. Oui, tout à fait. Les commissions d'enquête, ça contribue à une fonction très importante du Parlement, qui est la fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Quand on parle du Parlement, en réalité, il y a deux fonctions. La fonction législative, celle à laquelle on pense le plus facilement, écrire la loi, voter la loi. Et la seconde fonction, qui est très importante, qui est contrôler l'action du gouvernement. Et donc les commissions d'enquête, notamment au moment de la Troisième République, sont devenues un instrument d'affirmation du pouvoir parlementaire. C'est une conquête des démocraties libérales. C'est une conquête des démocraties libérales. D'avoir un vrai poids sur ce que fait le gouvernement. C'est un outil des contre-pouvoirs dont les démocraties ont besoin. Une séparation des pouvoirs suppose qu'il y a des contre-pouvoirs. Donc il faut garder à l'esprit que les commissions d'enquête constituent des outils tout à fait indispensables pour des démocraties libérales dans lesquelles, effectivement, le Parlement va pouvoir contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques. Donc c'est un outil que l'on doit saluer et que l'on doit absolument protéger. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas, jeter le bébé avec l'eau du bain. À partir d'une inquiétude sur certaines éventuelles dérives, dire que c'est l'outil qui est mauvais. L'outil, il est indispensable et il doit être absolument protégé parce qu'il contribue à la défense des droits des citoyens derrière ce pouvoir de contrôle du gouvernement par le Parlement. Vous parlez d'outils. Est-ce que ce qui a déformé l'outil, c'est la révision constitutionnelle de 2008 ? Il y a plusieurs facteurs, vous avez raison. Il y a un premier facteur, effectivement, en 2008, avec la révision qui donne davantage de poids aux oppositions, et puis techniquement une révision du règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat d'ailleurs, pour donner aux oppositions un droit de tirage. C'est intéressant parce que pendant longtemps, du fait de la logique de la Ve République, ce qu'on appelait le fait majoritaire et le parlementarisme rationalisé, eh bien les oppositions avaient peu de place pour notamment déclencher des commissions d'enquête. Avec 2008 puis 2014, la révision du règlement de l'Assemblée nationale, les oppositions ont eu un droit de tirage plus important et ça a évidemment contribué à une forme de multiplication et certains parlent même d'inflation du nombre de commissions d'enquête. Mais ça n'est pas tout comme possibilité d'explication. Il y a une autre explication qui est sans doute liée, et notamment depuis 2022 et 2024 encore plus, l'affaiblissement du fait majoritaire. On voit bien que avec la constellation que représente aujourd'hui l'Assemblée nationale, le nombre de groupes et parfois certains comportements politiques un peu baroques, une tendance. Oui, mais c'est intéressant le baroque, c'est un mouvement très intéressant. Eh bien, il y a une forme de polarisation. Le Parlement parfois peut sembler un peu énervé sur certains sujets. Et donc, ça contribue à multiplier les opportunités de créer des commissions d'enquête. Vous parlez d'inflation, c'est quand même intéressant de lire les chiffres que vous citez dans le papier du Point. Le nombre de commissions a considérablement augmenté. Si on prend depuis 1958, l'Assemblée nationale en a créé 136, dont 24 entre 1958 et 1991. C'est excessivement peu. Et c'est 73 rien qu'entre 2008 et 2025. C'est-à-dire en moins de 20 ans, 73 commissions pour enquêter, quand on regarde les thèmes, sur à peu près tout,
et parfois beaucoup rien. Comment vous analysez, vous, outre les causes qu'on a pu évoquer de la révision constitutionnelle au baroque qui s'installe au sein de l'Assemblée nationale, comment vous expliquez, on va dire, cette tentation permanente? Est-ce que ce n'est pas aussi une demande indirecte du citoyen envers le personnel politique? Bien sûr. L'une des premières explications, au-delà de la révision constitutionnelle qu'on évoquait, c'est que pendant longtemps, la France ne se caractérisait pas nécessairement par une dynamique des contre-pouvoirs. Le fait majoritaire que j'évoquais, la fameuse monarchie française en réalité, qui restait ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et parler de député Godillot, donc c'était sans doute excessif, mais il n'en reste pas moins que pendant longtemps, ces mécanismes-là n'étaient pas totalement développés et utilisés. Donc la bonne nouvelle, c'est que le Parlement s'est emparé des outils qu'il avait à disposition. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La difficulté, c'est de trouver la bonne tempérance, le sens de la nuance qui permette d'utiliser l'outil pour ce à quoi il est destiné. Et ça, c'est un élément important. Après, on ne peut pas exclure, mais c'est vous l'homme des médias, on ne peut pas exclure que la société du spectacle dans laquelle nous sommes engagés favorise parfois la tentation du quart d'heure warolien, et on est content de pouvoir passer à la télévision. J'allais dire, l'acmé, c'est peut-être l'exemple de ce président de commission d'enquête commission d'enquête sur la TNT, qui est allé sur le plateau d'une émission de télévision d'une des chaînes qui faisait l'objet concerné par les fameux changements d'enquête et pour critiquer les auditions qu'il était en train de réaliser. C'était un peu paradoxal d'ailleurs, ça a conduit à ce que la présidente de l'Assemblée nationale fasse état de ses préoccupations et rappelle au devoir de réserve et à la dignité de la fonction parlementaire. Donc il peut y avoir des excès à cet égard, mais encore une fois, l'enjeu, ça n'est pas du tout de remettre en cause un outil indispensable et fondamental au fonctionnement de la démocratie libérale, mais tout simplement de s'attacher à ce que cela soit utilisé de manière nuancée et dans le cadre de ce que prévoit la Constitution. Parce que les commissions d'enquête, elles ont un but, elles ont une fonction. Et quand on lit la Constitution sans aller dans le détail, c'est la fonction de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. D'ailleurs, les commissions d'enquête dans la révision de 2008, elles sont dans le titre sur les rapports entre le gouvernement et le Parlement. Et puis on a vu que parfois ça allait au-delà et qu'il y avait une forme de tribunal médiatique. Qu'est-ce qui peut être inquiétant? En effet, vous venez de l'aborder, c'est quoi? C'est le tribunal médiatique, c'est peut-être un trop grand pouvoir des parlementaires, ou c'est peut-être une sorte de bêtise généralisée, c'est-à-dire le moindre prétexte et le moindre sujet devient un futur, finalement une future commission idéale? Alors, je ne crois pas à la bêtise généralisée. Il faut au contraire croire à l'intelligence humaine dans ces périodes. Elle arrive. D'intelligence artificielle qui se développe, donc on en a besoin d'intelligence humaine. Non, c'est pas la bêtise collective, c'est encore une fois cette idée que cet outil donne la possibilité d'une expression publique, donne la possibilité d'apparaître dans le débat public, et donc c'est parfois l'occasion, au-delà de contrôler l'action du gouvernement, de cibler soit des personnes physiques, soit parfois des personnes morales. Et on l'a vu avec les entreprises, on l'a vu avec certains hauts responsables. Exactement, et là, on sort parfois, pas toujours, mais parfois, du champ de ce qu'est le contrôle de l'action du gouvernement. Et la difficulté, c'est que la création des commissions d'enquête, elle n'est soumise à aucune forme de contrôle. Il n'y a pas de juge qui puisse réguler, dire celle-ci elle est hors du champ, ou elle n'est pas exactement, son objet n'est pas exactement ce que prévoit la Constitution. Et ça, c'est la souveraineté parlementaire d'une certaine manière, c'est l'autonomie parlementaire. Plutôt que souveraineté parlementaire, l'autonomie parlementaire. Et il n'y a pas de juge pour en décider. Or, une des difficultés qui est pointée, c'est que lorsqu'une commission d'enquête est créée, elle n'est pas un tribunal, mais elle a des pouvoirs qui, à certains égards, on va en parler notamment de convocation et d'interrogation qui peuvent être effectivement éminemment compliquées. Est-ce que dans ce que vous dites, c'est-à-dire le fait que la liberté, l'autonomie parlementaire, c'est ce qui, on va dire, c'est ce qui fabrique ces commissions à répétition, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que ces commissions à répétition sont dues malheureusement à un certain abaissement du niveau politique général qui fait que on se retrouve avec des parlementaires qui utilisent certains prétextes, qui n'ont peut-être pas le sens de l'état adéquat
pour justement utiliser ces outils uniquement avec le doigté nécessaire et la parcimonie qu'il faut? Alors, je ne me permettrai pas d'avoir une opinion aussi tranchée que celle à laquelle vous pourriez m'inviter avec votre question. Mais il y a sans doute, et ça c'est... Non, mais sans viser des partis politiques, peut-être tout simplement une génération de politiques qui n'a pas la... Non, bien sûr, mais ça, je vous fais confiance. Aucun parti politique. Non, ce à quoi vous faites référence, c'est effectivement le besoin que le personnel politique, les élus, utilisent les pouvoirs qu'ils ont de manière... et c'est pas le plus répandu, par exemple, qui court avec le sens de la nuance. Le sens de la nuance, c'est difficile. C'est plus courageux, la nuance, que l'excès. Et l'époque, je parlais d'époque polarisée et énervée, pousse un peu à l'excès plus qu'au sens de la nuance. Et ça ne se limite pas aux commissions d'enquête parlementaire. Il y a peut-être un autre élément qu'on ne peut pas négliger. La fin du cumul des mandats a conduit à ce qu'il y ait une génération d'élus qui n'avaient peut-être pas fait ce parcours à travers la réalité du terrain. Qui permettait d'acquérir une certaine culture parlementaire. Et aussi d'avoir le recul ce recul nécessaire qui fait qu'il y a peut-être parfois des emportements qui ne sont pas nécessaires sur certains sujets, sans écarter parfois le prisme idéologique qui ne doit pas être l'enjeu d'une commission d'enquête. Une commission d'enquête, c'est sur des faits déterminés, ça doit être extrêmement rigoureux et ça ne doit pas être l'occasion de ce n'est pas développer. Ce qu'on a vu. Parfois, mais notamment parce que ça fausse le résultat aussi des commissions d'enquête. On le voit bien, malgré le travail qui peut être fait avec un immense sérieux et le temps nécessaire, on voit que le résultat du simple fait de ce prisme idéologique qui peut dominer vient en fait, si vous voulez, aplatir totalement les conclusions qui peuvent être parfois très intéressantes. C'est une partie du problème, c'est-à-dire que les commissions d'enquête sont importantes. Si on les noie dans le fatras idéologique ou dans le sentiment d'un tribunal de l'inquisition médiatique, comme ça peut arriver, et on l'a vu dans certains exemples, eh bien, à ce moment-là, on perd la force de la commission, son impact. Son impact, c'est qu'il y ait des propositions ou des analyses utiles, mais si c'est la dimension idéologique qui domine, eh bien, malheureusement, la qualité du travail qui doit être réalisé se perd un peu dans les limbes de cette course à l'échalote politique. Les commissions d'enquête peuvent-elles être instrumentalisées? C'est la question qu'on essaye d'aborder et de creuser avec Marc Mossé, avocat associé au sein du cabinet Auguste Debouzy. Et puis on se posera les questions, que faut-il faire pour améliorer peut-être ces commissions d'enquête si on en a réformé l'utilisation et si on en voit la fréquence modifiée, accélérée? Et n'est-il pas temps de penser aussi des mécanismes pour ceux qui sont convoqués? Faut-il penser peut-être à un avocat, à un droit au silence ou d'autres mécanismes que la convocation obligatoire par les parlementaires? C'est en tout cas un débat, une question qu'on va poser. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Est-ce que la multiplication des commissions d'enquête est peut-être le résultat d'un manque de nuances généralisé dans la société? Peut-être que ces commissions d'enquête sont en train d'être instrumentalisées, pas par n'importe qui, par les politiques, par le pouvoir, par les députés, les parlementaires qui y voient peut-être une occasion de contrôler des actions qui ne dépendaient pourtant pas des pouvoirs des commissions d'enquête. Et on en parle avec Marc Mossé, avocat associé au sein du cabinet Auguste Debouzy, qui signe notamment un grand papier dans Le Point sur ce sujet-là, à savoir les commissions d'enquête et le risque de l'instrumentalisation. Je recommande en effet cette lecture quand on voit les nombreuses actualités qui méritent apparemment une commission d'enquête. Mais encore faut-il rappeler, on en parle avec toujours un peu de légèreté, c'est vrai qu'il y en a tellement, on le disait, 9 depuis la dissolution, ce qui est considérable, on s'en souvient pas de la moitié, je crois. Est-ce que il y a quand même, la convocation devant une commission d'enquête, c'est un vrai sujet. Je veux dire, il y a derrière des conséquences qui peuvent être extrêmement lourdes. Mais tout à fait. C'est l'un des enjeux. C'est-à-dire que lorsqu'une commission d'enquête est créée, elle peut convoquer pour témoigner les personnes qu'elle considère devoir entendre. Et si vous refusez de venir, ou si vous refusez de témoigner ou de prêter serment, vous pouvez encourir une peine qui va jusqu'à 2 ans de prison et 7 500 € d'amende. Et si vous faites un faux témoignage, ou en tout cas que l'on vous reproche un faux témoignage, vous encourez une peine de 5 ans de prison jusqu'à 75 000 € d'amende. Et donc c'est pas neutre, c'est pas indifférent. Alors c'est pas la commission d'enquête qui a le pouvoir de sanction, ça sera la justice. C'est la justice qui prend la suite après. Mais sur ces sanctions, pardonnez-moi, on a quand même l'impression, on se souvient en tout cas de la presse, de gauche ou de droite d'ailleurs, qui arrivait à analyser les propos qui pouvaient être tenus en commission d'enquête, et ça donnait des mensonges évidents. Et
on ne se souvient pas de grandes condamnations quand même, Marc Mossé. Alors, il y a eu quelques exemples, peu nombreux. Il y avait, il y a quelques années, un médecin qui, dans le cadre de son audition, n'avait pas indiqué les conflits d'intérêts qu'il avait au regard du sujet sur lequel il était interrogé. Donc, il y a quelques exemples. Ils sont peu nombreux. J'allais dire heureusement. Ça prouve que s'il y a un peu de solennité de temps en temps dans l'Assemblée nationale, ça peut arriver, c'est rassurant presque. Non, mais c'est un bon signe, parce que ça veut dire que les personnes qui sont entendues et qui prêtent serment le font en tenant compte du moment, du cadre et du respect dû à la représentation nationale. Mais ce qui pose problème à cet instant, c'est que lorsque vous avez une commission d'enquête qui a un champ trop large, ou qui sort en quelque sorte du cadre constitutionnel qui lui est donné, si elle met en difficulté des personnes privées, des représentants d'entreprises, ces personnes se trouvent dans une situation parfois compliquée, elles peuvent ne pas pouvoir répondre parce que parfois elles n'ont pas l'information tout simplement qu'on leur demande, mais elles ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et elles n'ont pas véritablement de garantie. C'est ça le paradoxe, c'est que ces commissions ont des pouvoirs importants qui ressemblent à certains égards au pouvoir d'un tribunal. C'est l'image, évidemment, hein. Mais il n'y a pas nécessairement les mêmes garanties pour la personne qui est entendue. Et là, c'est une difficulté sur laquelle il faut travailler. Mais justement, Marc Mossé, vous êtes avocat, est-ce que c'est sur ça désormais qu'il faut se pencher? Parce qu'on a vu un abus, ou en tout cas que vous dénoncez de certaines commissions d'enquête, la pluralité des sujets, la façon dont cela fonctionne, on va dire le cadre des sujets qui sont évoqués. Est-ce que désormais, on doit pouvoir peut-être réformer les règles qui concernent les personnes qui sont convoquées? Est-ce que, par exemple, on a eu une polémique ces dernières semaines sur certains chefs d'entreprise qui ne souhaitaient pas être présents quand ils étaient interrogés? On se souvient du secrétaire général, l'ancien secrétaire général de l'Élysée qui était Alexis Kohler, qui ne s'était pas pointé à une commission d'enquête. On se rappelle malheureusement de cet épisode tragique de la commission d'enquête sur les influenceurs, avec un influenceur qui parle de cette commission. Est-ce que c'est ces mécanismes peut-être qu'il faut rajuster, réformer? Je pense qu'il faut effectivement rassurer ceux qui vont venir devant une commission d'enquête s'ils sont convoqués, qu'ils bénéficieront de tous les droits fondamentaux auxquels ils sont normalement garantis. Et vous avez par exemple le droit de se taire, le droit au silence, qui est un droit important, c'est-à-dire de ne pas s'auto-incriminer. Ça, c'est tout à fait essentiel. L'éventuel secret des affaires, lorsqu'on convoque une entreprise, vous imaginez bien que si vous donnez des informations qui peuvent être après publiées dans le rapport, au-delà même de l'audition qui est télévisée, publiées dans le rapport, ça peut, le cas échéant, poser des difficultés au regard des concurrents. Donc, il y a un certain nombre de garanties à préciser. Ça, elle n'existe pas. Alors, c'est une difficulté, c'est-à-dire que l'ordonnance, puisque après la Constitution, il y a un texte qui est une ordonnance de 1958, c'est ça le premier texte qui organise les commissions d'enquête dans la Ve République. Cette ordonnance ne précise pas ces éléments-là. Donc c'est là où c'est laissé à l'autonomie du Parlement, en espérant qu'on puisse miser sur la bonne intelligence des parlementaires et de ce fonctionnement. Plus que la bonne intelligence, l'ordonnance a la valeur législative, donc elle doit respecter les principes constitutionnels. Donc je considère que même si certains droits ne sont pas écrits dans l'ordonnance, parce qu'ils ont une valeur constitutionnelle, ils doivent être évidents. Ils devraient être respectés. Mais sans doute serait-il plus sage, pour éviter les situations parfois un peu tendu auquel on a pu assister ces dernières années, de le préciser dans l'ordonnance. Ce serait préférable pour la qualité des travaux, ce serait une garantie évidente pour les personnes qui sont convoquées, et ça éviterait effectivement des polémiques inutiles, et peut-être que ça obligerait également les commissions à resserrer leur périmètre sur ce que doit être une commission d'enquête, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques, et pas s'en prendre aux personnes privées ou aux personnes physiques, entreprises par exemple, juste parce qu'on veut se faire quelqu'un ou se faire une entreprise connue et après, donc, comme je le disais tout à l'heure, être content de son quart d'heure warolien. Mais oui, ça c'est certain. On a vu quand même beaucoup de dirigeants d'entreprises arriver avec leur armada parfois de conseillers, de directeurs généraux, de directeurs de la communication. Est-ce qu'il faudrait, ou alors ce serait peut-être remettre une pièce dans la machine médiatique, que cela est déjà, mais imaginez peut-être la présence d'un avocat qui pourrait aider le client directement pendant la commission. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir des personnes juridiques qui viennent en permanence participer aux échanges et rappeler les évidences que vous faites déjà assez bien, Speedy, au micro de Sud Radio? Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la pratique
a conduit, même si rien n'était écrit dans les textes, à ce que l'avocat puisse être présent. C'est la pratique. La première fois, sauf erreur de ma part, où ça a été possible, ça a été au moment de la commission d'enquête sur Outreau. Enfin, il y avait ce fiasco judiciaire. Bien sûr. Et le juge Burgot, qui avait été entendu, était venu avec son avocat. Mais dans ce cadre-là, l'avocat, en réalité, son rôle est assez peu précis. Il doit rester silencieux. Alors lui, il prête pas serment, mais il doit rester silencieux et il n'a pas véritablement accès à certaines informations parce qu'il peut y avoir en amont des auditions à huis clos et donc vous ne savez pas du tout ce qui a pu être dit pendant les auditions à huis clos. On peut essayer de piéger la personne qui est auditionnée à partir d'informations que l'on a recueillies sans que cette personne le sache. Donc il faudrait préciser certainement le rôle de l'avocat qui est déjà un peu présent du fait de la pratique, ce qui montre que le Parlement est conscient de ce qu'il est nécessaire de tenir compte des principes. En espérant qu'ils aient pu vous écouter ce midi, Marc Mousset, avocat associé au sein du cabinet Auguste Debouzy. Je rappelle le titre de ce papier que vous fournissez pour Le Point, le risque de l'instrumentalisation par rapport aux commissions d'enquête parlementaires. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct sur Sud Radio et de nous avoir sensibilisé juridiquement à ce risque d'abus des commissions d'enquête et le risque en effet de leur instrumentalisation. De mon côté, je vous souhaite un excellent week-end et une formidable après-midi, notamment dans un instant en compagnie de Jacques Pessy, Les Clés d'une vie, avec son invité qui sera Nicolas Devilliers. Et on se retrouve pour la dernière semaine de juillet. Enfin, pour les Haussiens qui partent en vacances, vous l'attendez passionnément. On se retrouve dans le même studio, même heure, 10h, 13h à partir de lundi. Et d'ici là, bien sûr, vous écoutez Les Vraies Voix en direct du Tour de France avec Frédéric Brindel tout à l'heure à partir de 17h. Vous avez choisi la bonne radio. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.